Lorsqu'une nation est attaquée, est-ce qu'il faut faire la guerre ou dialoguer? Dialoguer avec qui? En interne pour la cohésion nationale ou dialoguer avec les agresseurs, mais lesquels au niveau de la sous-région, au niveau panafricain, au niveau international? Le dilemme est là, y compris pour les informations. Bienvenue à tous, merci pour votre club. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde, en attendant bien évidemment la température de la RDC d'aujourd'hui, au jour le jour. Oui, il y a des élections en ce moment, des candidatures ont été déposées déjà, on a déjà rétoqué quelques-unes, mais aussi notre maison de régulation, CESAC, qui veut désormais qu'on s'abstienne de faire apologie à la rébellion, ou plutôt à ceux qui attaquent le pays, parler de leurs informations, ou plutôt de ce qu'ils font, de peur que ceux qui sont encore à Kinshasa prennent la route de l'Est en même temps. Celui qui nous agresse, c'est-à-dire Gagamé, en répondant plutôt, en donnant une interview à nos confrères de Jeune Afrique, il a dit, lui, Gagamé, qu'il aimerait qu'on lui présente des excuses avant qu'on puisse parler avec lui. Est-ce que, ici, chez nous, nous avons pris la mesure de tout cela? Et oui, le Congo est en train de tousser un tout petit peu avec le gouvernement qu'on attend, le Premier ministre qu'on attend. Est-ce que c'est une question de temps ou une question de méthode? C'est la question. Alors maintenant, je vais accueillir, je sais que le mois de mars se termine aujourd'hui. On a genré un tout petit peu pour que vous puissiez effectivement prendre la mesure de la presse au féminin chez nous. Et je commence par celle qui a repris son arme, enfin à gauche ou à droite, je ne sais pas, mais elle est devenue maintenant l'égérie de la presse de Kinshasa, pour ne pas dire de la RDC, Gaël Kibungu, Univers Télévision. Merci beaucoup Jean-Marie, c'est toujours un plaisir d'être là et parmi les grandes plumes que j'ai autour de cette table, donc... nous sommes là. Ça va gicler aujourd'hui. Je le sens. D'ailleurs, juste en enjambant, celui qui est entre vous, là, qui s'appelle Eric Wemba, qui parlera tantôt, je reçois la plus intelligente. C'est comme ça qu'on la présente, d'ailleurs. D'entre elles, Élisée Odia. Il y a Bisso News. Qu'est-ce que c'est? Nos informations en français. En fait, c'est à la fois un média en ligne, mais également une agence de production audiovisuelle. Donc il y a Bisso, c'est notre news. Voilà, on a voulu donner ce nom en lingala. Je trouvais ça quand même un peu original. Il y a Bisso, nos informations. Et vous n'avez pas parlé des autres produits. Non, nos informations à nous, qui nous concernent, qui concernent la RDC, qui concerne le pays, qui concerne surtout l'intérieur, parce que c'est que nous, on essaie de faire. La particularité, c'est qu'on essaie de ramener, l'une des particularités, hein, c'est d'essayer de ramener les informations de l'intérieur du pays vers Kinshasa, parce qu'on est en train de voir que Kinshasa arrose vraiment l'intérieur, mais qu'il y a très peu d'informations venant de l'intérieur pour Kinshasa ou pour les grands centres-villes. Alors nous, on essaye vraiment de donner également les informations liées à l'arrière-pays, des territoires. Mais on vous connaît, Élisée Odia, pour votre pertinence, l'impertinence Odia. On connaît ça. Donc Yabisso, ça ne sera pas tendre, hein? Ou ce n'est pas déjà tendre? Non, Yabisso fait de l'information et essaye d'être professionnel. Écoutez, on est encadré par des grands professionnels, on est suivi de près par rapport à ce que nous faisons. Nous avons l'obligation de bien faire. Nous avons l'obligation de... Pas de déranger. Non, déranger, ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par là. L'information... Empêcher de tourner en rond. Une information, d'abord, notre cible, c'est la population. Du moment où la population congolaise se retrouve, du moment où la population, surtout de l'arrière-pays, arrive à se retrouver, si quelques individus se trouvent dérangés, ça c'est leur problème. Du moment où nous, on essaie de respecter l'éthique, la déontologie, le professionnalisme dans l'écriture, dans la présentation des faits, je crois qu'on aura... là, ça ne nous regarde pas. Mais j'enchaîne directement. Vous avez annoncé tout à l'heure, parce qu'on parle de la presse. Oui.
Vous avez lu, moi j'ai lu, vous avez Le document est plus qu'officiel, hein, le rapporteur me l'a envoyé tout à l'heure. Voilà, moi j'ai eu, je me suis permise quand même un tout petit peu de répondre au président du CESAC sur Twitter parce que vous avez répondu? J'avoue que j'ai du mal à le recevoir sur mon plateau, donc de temps en temps, je l'ai déjà reçu une fois. Oui. Les autres fois, il est souvent occupé. Vous savez, quand vous devenez président d'une si grande institution, vous n'avez parfois pas le temps et donc on en profite. Comme ça venait de lui et que lui-même avait tweeté, j'ai lu. Je me suis dit, et ça je veux essayer de répondre, de revenir sur ce que j'ai écrit. Je dis, le pire, le président, c'est de laisser les mains non professionnelles manipuler ces informations sensibles. Autrement dit. Autrement dit, et c'est de dire la manière dont la chose a été présentée par le président de CESAC, c'est comme si on veut museler les professionnels. Mais il l'a dit in extenso, je ne fais pas son traducteur, hein, mais si j'ai bien compris, il dit bien ceci, le CESAC interdit aux médias de faire l'apologie. C'est là où on en vient. Qu'est-ce qu'il met dans l'apologie ou dans la propagande? C'est de positiver, de justifier les gens qui adhèrent chez Non, c'est ça, non, mais on est dans un monde actuellement où il suffit que, par exemple, pas dans un monde, surtout dans notre pays, on n'est pas loin des bavures. C'est-à-dire, il n'a pas bien expliqué qu'est-ce qu'il entend par apologie, par propagande. Parce que apologie, c'est par exemple... Là, c'est vous qui expliquez. Moi, je suis en train de revenir sur le tweet du président du CESAC. Il nous a laissé dans ce flot-là. Ça, c'est de un, c'est-à-dire un peu perplexe. Est-ce que devant nous, oui ou non? Et je crois que c'est l'une des questions que moi, personnellement, j'ai déjà eu à poser une fois au ministre de la Communication et des Médias. Est-ce que oui ou non devrons-nous parler de différentes rébellions dans la partie est du pays? C'est ça, c'est la même question qu'aujourd'hui je poserai. Mais les FARDC même pas de rébellion. C'est l'information. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, soit on assume, on ne doit pas si être... eux nous attaquent, ils parlent bien d'eux. On assume. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit parler des rébellions qui sévissent dans la partie Est ou ailleurs. D'ailleurs, on a vu récemment ici à Kwamouth. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, si nous, on n'en parle pas, je voulais aller plus loin. Le président du CESAC, peut-être sans le vouloir, est en train de nous désarmer. Parce que nous sommes à l'ère de numérique. Peut-être je laisserai d'autres personnes parler de ça. Mais moi, ce que je veux dire, au-delà de l'ère numérique, il y a d'autres médias. Si nous, on n'en parle pas, voilà pourquoi j'ai parlé des mains professionnels et non professionnels. Parce que nous, quand on donne l'information avec professionnalisme, excusez-moi, il n'y aura pas de propagande, mais on donnera l'info parce que les gens ont besoin d'être informés. Si vous n'arrivez pas à bien définir ce que vous entendez par propagande, apologie et tout, et que vous mettez tout celui qui donne l'info dans le même panier, c'est là où il y a des dérive. Et vous faites la part belle aux médias étrangers. Parce que vous nous interdisez, vous faites quoi des médias étrangers? Ils vont continuer à en parler. Et ils en parleront à leur manière, à leur façon. Et de toutes les façons, les uns et les autres finiront par être informés. Donc, je suis en train de me dire, soit le président du CESAC, qu'on respecte bien, est en train de faire les jeux des médias étrangers, parce que là, ils sont en train de nous fragiliser. Il est en train de nous fragiliser. Moi, je pense qu'il ça nécessite un point de presse de sa part, hein, pour éclaircissement, etc. Mais bienvenue. Bon. Oui. Parce qu'il dit ceci. Dans un des paragraphes, il dit ceci. Quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. Oui. Je lis un paragraphe. Alors, vous êtes le président justement des médias sociaux, de tous ceux qui sont en ligne, etc. Qu'est-ce que vous comprenez par là et quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui pour empêcher que les gens les traitent en médias sociaux? Le problème, ça veut dire d'abord, je fais un distinguo entre l'information pure et simple. Ça veut dire, voilà, un groupe de cadres d'un parti X ont rejoint la rébellion. Oui. Pour les raisons qui leur sont propres. C'est une information. Et ça, lui, il interdit qu'on parle de ça. Non, mais bon, est-ce que par ça, est-ce que c'est ça qu'il appelle apologie déplacée? Je ne crois pas. Maintenant, l'apologie déplacée, c'est quoi? C'est peut-être dire que voilà, ils ont raison de rejoindre la rébellion. Oh non, au pays, il n'y a pas assez d'espace politique. Oh, voilà, il y a plusieurs justifications. On fleurit sur les réseaux sociaux en disant, voilà, processus électoral chaotique, tribalisme. Il y a
plusieurs, voilà. Je pense que c'est C'est de cela dont il s'agit. Alors, mais là aussi. Mais le fait de dire que Mamba même là, est parti ou je ne sais même pas. là, mais ça, attention, ce n'est pas nous sommes quand même en démocratie. Oui. Et qu'en démocratie, on attache une importance primordiale sur la liberté de pensée et d'opinion. Oui. Donc, même si les gens ne s'expriment pas dans les réseaux sociaux Oui. et qu'ils le pensent, c'est quand même encore plus dangereux. D'ailleurs, moi, je pense que les réseaux sociaux vous permettent d'avoir une température de l'opinion Et c'est nationale. à partir de là que vous pouvez vous informer. Absolument. De savoir d'abord, c'est quoi l'ampleur du phénomène? Pourquoi les gens y vont? Est-ce que c'est justifié? Vous avez, en tout cas sur les réseaux sociaux, les éléments d'analyse, de contextualiser un phénomène. Mais encore là, moi je comprends, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ça donne l'impression qu'il y a... Il ne faut pas encenser. Non, ça ne donne pas l'impression qu'il y a la rébellion à le vent en poupe. Ça veut dire qu'elle attire et que les gens y vont. Donc, je comprends un peu, voilà. Mais encore une fois, c'est des phénomènes que les journalistes doivent analyser. On est en droit de nous poser la question, pourquoi des cadres du PPRD ou d'autres cadres... MLC... le phénomène jusque-là, il est quand même assez mineur. Donc, mineur, il y a 4 ou 5. Il n'y a même pas une dizaine de personnes. C'est pas une dizaine de personnes. Oui. Mais est-ce que ça, c'est un mouvement de fond? Pourquoi nous, en tant que presse, on peut organiser des débats là-bas sans faire l'apologie de X? Personne n'a dit. En tout cas, les gens n'ont pas dit que c'est une bonne chose qu'ils soient allés là-bas. Non. Mais il y a des gens qui essaient de comprendre ce phénomène et c'est notre responsabilité. Mais est-ce que le fait de réfléchir et de comprendre, c'est une faute? Ah non, c'est pas une faute. C'est pas une faute du tout. C'est pas une faute du tout. C'est pas une faute du tout. Parce qu'en essayant de comprendre, par exemple, on est en droit d'interroger le PPRD qui s'est exprimé là-dessus. Oui. On comprend la position du parti. On comprend. Ça veut dire que c'est tout ça. C'est ce qui fait l'intérêt du débat public. Oui. Voilà, vous essayez de comprendre, vous interrogez les cadres du parti. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Ça veut dire qu'avant, juste l'évocation d'un rebelle, du nom d'un rebelle, vous trembliez avant. Et à l'époque, tu ne peux pas avoir dans ton répertoire les numéros d'un rebelle. Oui. Mais les gens qui sont partis, c'est des amis. C'est des gens avec qui on a partagé des moments de la vie. Oui. On ne peut même pas soupçonner qu'ils rejoindraient. Maintenant, ils sont. Est-ce qu'il faut raser leur numéro de téléphone? Avant, on n'avait que le fixe, on n'avait même pas dit. Donc, quand quelqu'un va en rébellion dans les années 60, dans les années 70, on n'avait aucun contact. Et on avait même peur de voilà. Mais là, maintenant, ils sont dans vos répertoires. Ils sont là. Ils sont même dans le groupe WhatsApp. Dans les groupes WhatsApp. Ils peuvent aussi tweeter dans les groupes WhatsApp. Voilà, ils sont dans des groupes WhatsApp, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette donne-là qui a modifié, en tout cas, les rapports sociaux et que le CESAC doit absolument comprendre ça. Il peut encore, essayer un peu de contrôler les médias parce qu'il peut les sanctionner. Mais sur les réseaux sociaux, comment vous allez sanctionner? Je ne vois pas comment est-ce que le CESAC peut imposer son autorité sur les réseaux sociaux. Impossible. À moins qu'il y ait déjà certains noms dans la ligne de mire aussi. Peut-être certaines personnes sur les réseaux sociaux, taper dessus. Sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Ça, on ne cessera de le dire à sa propre responsabilité. Oui. Déjà, il y a cet élan national. Une responsabilité à ce niveau-là. On doit se dire, on est en guerre, chacun doit savoir la posture. Le patriotisme. Oui, ça c'est un fait qu'on ne doit pas exclure. Mais c'est un fait personnel. Ça ne doit pas être dicté. Ça ne doit pas être édicté, mais ça doit être un élan national. Parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas un Rwandais ou un je ne sais de quel pays. Même européen. Même européen par où il y rapport a à la une Russie, question aussi cruciale qui touche la souveraineté de son État, qui se permettrait n'importe quoi. Être journaliste congolais, c'est aussi justement cet esprit défendre la cause nationale. Exactement. Et au-delà de ça, on a, comme on le dit ici, il y a cette liberté d'expression. On doit pouvoir travailler en toute liberté. Mais la liberté n'exclut pas la responsabilité à ce niveau-là, au niveau du traitement de l'information. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux parfois pour se permettre tout et n'importe quoi, ce qu'on ne pourrait pas faire dans un média ordinaire, les médias, la télé, etc., qui sont un peu plus, où il y a la facilité, par exemple, pour le CESAC de sévir. Ça, c'est un fait, parce qu'il faut vraiment prendre les choses de manière balancée. Moi, je me dis, c'est bien aujourd'hui au président du CESAC de taper sur du poing sur la table à chaque fois pour sortir et dicter une loi. Non, ça serait peut-être pas ça la solution. Il faut laisser les médias dans le feu de l'action. Et appeler à la responsabilité. Voilà, parce qu'il faut le débat. Comme Israël l'a dit, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. D'où vient ce phénomène? Est-ce que ça va plus loin que ce qu'on ne voit? Parce que sinon, il faut qu'on anticipe. Sinon on va être surpris par les gens les vont événements. discuter sous le manteau. Voilà, il n'y aura aucune actualité, aucune analyse. Mais seulement, comme il dit, les médias sociaux sont aussi... C'est aussi ça qu'on utilise pour nos sondages, pour voir, comme vous avez dit, prélever un peu la température. Mais le journaliste doit rester dans son rôle où il est
assez équilibré par quel biais cette information nous est parvenue? Exactement. Et souvent, on balance des histoires sans traiter Bélédou, aussi. bienvenue. Parce que je crois dans le premier paragraphe de son X, il parle de la propagande de la rébellion. Et je crois qu'à ces niveaux, il faudrait comprendre la quintessence, ce qu'il a voulu dire dans ces X-là. Moi, je crois que si nous nous référons à ce qui se passe actuellement en Europe, vous savez entre l'OTAN et la Russie. Entre l'OTAN et la Russie, il existe par exemple le groupe France Monde Média, qui est composé des France 24, RFI, etc., qui est une sorte d'appendice des affaires étrangères. Non, c'est le média, les médias officiels. Et à ce titre, vous savez très bien que ce média se contente, dans un contexte de conflit, à faire un seul son des cloches. Et d'ailleurs, en Occident, plus loin aux États-Unis, un journaliste, Tucker Carlson, a eu des problèmes avec son pays simplement parce qu'il a voulu avoir un autre son des cloches, interroger Vladimir Poutine. Et donc, à un certain niveau, il y a ce sursaut patriotique que peut-être le président Bossembe a voulu mettre en exergue. Ça, c'est un fait. L'autre fait, de l'autre côté, ce que je n'ai pas beaucoup plus apprécié, c'est les tons. Oui, utilisés par le président du CESAC, le régulateur. Donc, je pense que communiquer est une responsabilité. Ce n'est pas en faisant comme si le M23 n'existait pas qu'on résout le problème. Non. Parce que cela va ouvrir justement un boulevard à l'infox, à l'intox et aux fake news. On sera obligé de puiser dans le fake news parce que les médias officiels n'en parlent pas. C'est un peu ce qu'on a décrié. Les médias sérieux n'en parlent pas. C'est un peu ce qu'on a décrit avec les procureurs. Je ne sais pas si ça devient une tendance aujourd'hui. Et on a décrit avec les procureurs. Il y a un rapport qui a été fait sur le décès d'une personnalité aussi importante de ce pays, député national, ministre honoraire. Mais plusieurs communications tuent la communication. La Cour communique le premier jour, le deuxième, etc. Et puis ça devient une cacophonie. Et puis après, il y a un rapport final qui laisse tout le monde sur sa soif. Tout le monde. Et à la fin du communiqué, ce qui a fait rire les vaches, on interdit aux journalistes de ne pas commenter en donnant pour référence les cas de Sani Boujakera. C'est une sorte d'intimidation, voyez-vous. Alors, je reviens dans le contexte du CESAC. Je pense que le ton martial n'avait pas sa place. Le ton martial. Alors, oui, le ton martial. Il voulait les paragraphes qu'a ici Israël, ceux qui vont publier subiront. Alors, je me pose la question, à quel niveau le CESAC définit la propagande, voyez-vous? Parce qu'il y a des journalistes, il y a des confrères. Je donne un exemple sur X, Mouchombero, je crois. C'est un confrère qui vous donne des informations matin, midi et soir. Et nous, on a besoin de savoir ce que fait les M23. Et si vous lisez les livres du général chinois qui parle l'art de la guerre, Sun Tzu. Vous devez avoir de temps en temps l'information de votre adversaire. Bien sûr, il faut même l'infiltrer. L'information sécurise. Voyez-vous, Jean-Marie Kassama. Alors, là, le CESAC a raté l'occasion de voir une opportunité. C'est quoi l'opportunité que le CESAC devait saisir? C'est de responsabiliser les journalistes. Plutôt que de responsabiliser les journalistes, d'approcher les confrères, le CESAC opte pour un ton martial. Cela met de côté le journaliste responsable qui manipule l'information. Voyez-vous? Qui peut faire le tri responsable. Donc, au lieu d'opter pour la sensibilisation, on opte pour un ton martial et la responsabilité du journaliste est bafouée. Alors, rappelez-vous le principe du journalisme. Lorsque les trains arrivent à temps, ce n'est pas l'information. Lorsque les trains arrivent en retard, et là, nous allons croquer là-dessus. Et malheureusement, c'est ça qu'aujourd'hui, doit savoir que le journaliste aura plus tendance, à l'issue de ce communiqué, à s'intéresser plus à ce que fait le M23, parce que malheureusement, nous sommes faits ainsi. Et donc, je crois qu'il faut profiter de l'opportunité dont je disais ici, c'est quoi? C'est le CESAC a des soucis sérieux de finances, vous savez? Est-ce que vous savez que le CESAC, il y a 15 membres. C'est ce que je dirais tout à l'heure. Mais jusque-là, les fonds des fonctionnements du CESAC n'arrivent que pour 10 membres. Parce que, souvenez-vous, les 10 membres, il y en avait 15 au départ les membres passés, les Abibala, etc. Tito. 5 sont passés au trépas, il restait 10, les titres et les autres. Et jusqu'aujourd'hui, le budget du CESAC n'a pas été alloué et réajusté sur les 15 membres. Sans compter. Les 15 se contentent de frais, partager des fonds de ces 10 membres. Et autre chose, il y a un sérieux problème avec la paie des agents du CESAC.
Jusqu'à aujourd'hui, je crois que les agents ou les nouvelles recrues, je ne sais pas comment on les appelle, accusent près de 8 à 7 mois. Alors, actuellement, le CESAC a des difficultés pour justement la sensibilisation. C'est une période où le CESAC devait capitaliser pour exiger des moyens conséquents pour responsabiliser les médias. Voyez-vous? Et non utiliser un ton qui paraît martial. Je ne sais pas si les mots est un peu... C'est martial. Mais ça fait que les journalistes reviennent un peu là. Eric Wemba. Oui. Bienvenue d'abord. Merci pour l'invitation. Oui. Je suis là. Mais moi, je suis ces débats depuis un certain temps. Moi, j'estime que dans les fonds, je suis d'accord avec Dougési. Notre ami, notre confrère Bossembe a péché dans la forme. Mais il faut... Le fond est bon. Les fonds, les problèmes posés est réel. Parce que pendant la période de guerre, les médias ont un comportement. Nous avons tous été à l'école du journalisme. Vous savez, il y a des théories du journalisme, comme la théorie de la toute-puissance des médias. Comment les médias sont utilisés dans une guerre pour vaincre un ennemi. Vous savez, il y a un génocide au Rwanda. Entre autres, on attribue ça aux médias de Bill Collins. Donc les médias ont une responsabilité. Goebbels, avec Hitler, pour justifier son action, ils ont utilisé, c'est en 1944-1945 qu'on a utilisé les médias. Mais je ne pense pas, la liberté a ses limites. Vous savez, même aux États-Unis, par exemple, Obama interdit qu'on montre les images des militaires américains tués en Irak. Parce que ça a un effet sur les gens. Ça a un effet psychologique. Vous savez, les médias, je me donne un exemple, Ceausescu par exemple. Il y a eu des morts naturelles à l'époque, en Roumanie. Timișoara. Oui, vous connaissez le phénomène. Mais les médias, comme ils étaient contre Ceausescu, nous étions dans une guerre idéologique. Il fallait montrer aux gens que c'était des victimes et les gens ont crié. Les médias peuvent faire voir un certain nombre de choses. Ça veut dire que les médias peuvent transformer aujourd'hui si on met garde Nanga un libérateur. Exactement. Il y a des frustrations sérieuses dans le pays. Les gens ne sont pas payés, tout ça. Il y a des inquiétudes. On estime donc le fond, c'est bien. Oui, parce que le message que Nanga, l'image, et je comprends là où Bossembe, l'image que Nanga a sortie, le fait qu'on a même recruté des gens, un individu qui a été ici, qui a été président d'une commission, d'une institution d'appui à la démocratie, comment, moi je vois, c'est le débat que je me pose, comment il pouvait avoir autant de maisons comme ça. On sait que Nanga, on dit qu'il avait un carré minier, on sait que la guerre que mène Nanga n'a rien d'idéologique. C'est une frustration, c'est-à-dire que nous avons perdu un certain avantage. Nous, les Harry Magie, nous étions avec Kabila, il y a un pouvoir qui est là, nous devons revenir. Mais maintenant là... La rébellion des aigris. Des aigris, c'est une rébellion des aigris. Ça n'a rien d'idéologique, ils ne veulent rien changer. Mais ils peuvent maintenant là utiliser les médias pour que quelqu'un, un bourreau comme Nanga, qui a été ici, qui nous a offert des élections qu'il lui-même a offert, qui estimait, parce que quand il parle des deals là, c'est-à-dire un individu, des individus ont arrivé un matin, c'est eux qui avaient les droits sur 80 millions de Congolais, de dire que ce n'est pas Fayulu qui a été voté, nous mettons Tshisekedi, et qu'aujourd'hui ils sortent en libérateur. Non, il y a un problème réel. Donc ici, les médias ont une responsabilité sérieuse. Moi, je ne suis pas d'accord avec les tons qu'a pris Bossé, mais moi, je le comprends. Je le comprends à une certaine mesure, parce que ces phénomènes-là, nous les négligeons aujourd'hui. Ça a commencé comme ça avec Laurent Désiré Kabila. Ça a commencé comme ça avec Laurent. On a semblé minimiser les faits. Mais à un moment donné, quand Kabila, au début de cette guerre, personne ne voulait de cette guerre de Kabila. Les gens disaient qu'il y avait des Rwandais. Ma force, que les médias ont travaillé, ont donné l'image à Kabila, un libérateur, alors qu'il nous a amené plus de problèmes avec des Rwandais, des Ougandais. Les gens, face à leur frustration, ils ne sont pas payés, ils ont considéré comme un libérateur. Ça veut dire que le média aujourd'hui, si on met garde, j'ai eu quand même cette tendance-là de faire des Nanga libérateurs alors qu'il n'en est pas un. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord avec Tshisekedi, mais l'alternative, ce ne sont pas les Arimaji, ce ne sont pas les Nanga. Tous ces mondes-là, ces aigris qui estiment venir récupérer les avantages. C'est pourquoi il y a une responsabilité des médias. Mais il faut parler avec les médias. Ça ne sert à rien d'avoir ces tours. Il faut que les gens parlent. Comment les gens doivent se comporter. Mais ce qui se passe le plus souvent, il y a des budgets qui sortent dans ces pays. Comment ils sont même gérés au niveau des ministères des médias? Il y a des gens, ils vont, on donne des petits coupages aux gens, ils coupent ça, ils sortent, ils donnent des coupages. Mais non, il faut parler avec les médias. Nous sommes en temps de guerre. Qu'est-ce qu'on attend du journaliste congolais? Sa contribution en tant que professionnel pour réarmer moralement nos troupes et mobiliser contre la guerre. Moi je pense que quelque part, c'est déjà dans la régulation des médias, on a déjà des problèmes nous-mêmes. Aujourd'hui, on mélange influenceurs, communicateurs, journalistes. Et à la fin, nous-mêmes, on se retrouve face à des problèmes qu'on ne sait pas gérer. Aujourd'hui, un média social peut être à la fois... La même information peut être traitée par un influenceur Y, peut être traité aujourd'hui par une journaliste, Élisée Odiava, mettre quelque chose, c'est-à-dire les gens vont accorder un crédit différent.
C'est-à-dire, ça revient à cette question de responsabilité. Il faut faire déjà le tri. Ça, on ne le dira jamais assez. Maintenant, sur les médias sociaux, on ne va pas aller traquer tout le monde. Mais en ce qui concerne les journalistes, on doit rester dans cette optique. Imaginez-vous, avec ce que le confrère vient de dire, ce on manipule comme image aujourd'hui. Sans traitement, sans rien, on les prend, parce qu'on a vu l'image de Nanga quelque part qui a recruté. Un journaliste vient le mettre sur la place publique comme ça, sans traitement, sans commentaire, et laisse libre cours à tout le monde de commenter là-dessus. Regardez l'impact, par exemple, qu'il y a sur l'armée. Aujourd'hui, on a besoin de motivation, on n'a pas besoin de démotiver nos troupes, mais c'est grave, c'est vraiment quelque chose de très grave. Merci beaucoup. Alors, c'est qui peut être... Oui, parce que, je répète encore, le paradigme de l'information aujourd'hui a changé. Les médias classiques n'ont plus la prise sur les opinions. Les ralliements des cadres du PPRD, on les a pas, cette information ne nous est pas parvenue par les médias classiques. Elle nous est parvenue par les réseaux sociaux. C'est pas, on a appris sur RFI ou sur RTNC ou Télé 50 que... Non, c'est sur les réseaux sociaux que les vidéos ont été postées. Et de là, ça a pris toutes les directions. Même la censure européenne qu'a évoqué Beledou, elle est contournée par les réseaux sociaux. Même ce qu'a fait Obama, vous allez voir les images de ces Américains là-bas traîner dans la rue, dans les réseaux sociaux. Il y a un livre intéressant où on dit, voilà, c'est fini l'époque de la toute-puissance des médias classiques. C'est-à-dire vous pouvez fermer tous les médias classiques, l'information vous parviendra par les réseaux sociaux. Personne ne contrôle dans la main sur Twitter, sur Google, il y a des faux comptes. Donc, comment est-ce que, par exemple... C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Ça veut dire que Nanga, de là où il est, il a Internet, il a un compte, il a des faux comptes, il y a des trolls, il a des amis, il a des relais. Ils vont prendre cette information, ça va nous arriver. Comment on va censurer ces gens? Comment vous allez appeler ces gens là-bas à l'éthique et tout ça? Il n'y a pas ce débat. Regardez dans les médias. Dans les médias, à Télé 50, à la RTNC, il n'y a pas... Les gens ne dérapent pas. Il n'y en a pas. Nous, ici, on peut parler de la rébellion, on parle de la rébellion, on parle de la guerre. Oui. Mais on le fait avec responsabilité, avec éthique. Mais là où le vrai débat, c'est où? C'est dans nos groupes WhatsApp, c'est sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, quand vous allez sur les réseaux sociaux, personne ne pardonne à un Congolais de s'allier au Rwanda. Le Congolais n'est pas dupe, tout le monde sait que... Et puis il y a une conscience. C'est le Rwanda, il y a une conscience tellement forte que ça ne peut pas, personne, aucun média ne peut imposer la Nanga comme leader dans ce pays. Impossible. Vous pouvez multiplier, laver les cerveaux des gens en disant que Nanga c'est le meilleur libérateur, ça ne marchera pas. Les Congolais ne sont pas stupides, ne sont pas des oiseaux sauvages. Donc aujourd'hui, et Nanga et tous ceux qui l'accompagnent dans cette aventure, les gens savent que c'est des morts. Les gens ont Goma qui vit dans la terreur. Les gens connaissent le vrai visage de Kagame, qui a enjambé de mar de sang pour adhérer ce pays, qui utilise la menace de FDLR pour son fait de commerce, qui pille nos ressources. Donc, les gens ne sont pas dupes sur la nature de Kagame, sur la nature de son régime. Et donc, quelle que soit la rébellion, chaque fois qu'une rébellion appuyée par des Congolais, mais on sait qu'en sommet c'est le Rwanda, personne ne mordra l'hameçon. Effectivement. J'ajoute juste une dernière chose. Moi, j'ai la grâce de présenter une émission, nous, de la presse, où on parle justement de l'exercice de ce métier. Et j'ai eu à recevoir récemment le professeur Ntsana, qui a eu à écrire un ouvrage, justement, autour de l'espace médiatique, autour de la couverture. Et moi, je vous invite vraiment à le suivre. C'était très édifiant. Mais je veux plutôt revenir sur ce que vient de dire, je crois que Beledou tout à l'heure parlait du ton. Mais moi, je veux revenir également sur le canal utilisé par le président du CISAC. Excusez-moi, il n'a pas respecté les médias du pays, il n'a pas respecté les journalistes du pays, en utilisant... Vous aurez voulu qu'il fasse quoi? Il y a des présidents qui parlent de ça, mais le sujet est tellement grave, le sujet est tellement sérieux, qu'il n'aurait pas dû nous prendre de haut ainsi. Il aurait dû quand même montrer un peu de bienveillance, un peu de respect. Un point de presse. Non, je ne sais pas. Je crois que par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour essayer d'appeler tout le monde à échanger autour de ces questions. Vous nous avez appelés ici. Nous sommes en train de parler, comme viennent de le dire tous les autres ici, en toute responsabilité de la situation. Je ne pense pas que vous aviez donné quelqu'un 10 francs. Non, on n'a pas besoin de ça. Il en va de notre pays. Il aurait dû appeler. Il y a des organisations. Vous êtes président de l'UNPC. Vous découvrez cette info comme nous. Oui. Et ça, c'est pas correct. Il y a d'autres
d'autres structures. Il y a le GED, il y a la NEAP, il y a Miller DC. Je ne sais pas s'il a été contacté, mais il y a également des journalistes. Il aurait mieux fallu pour le président du CESAC de ne pas tout de suite aller sur X et adopter un temps, comme on l'a dit ici, un temps martial. Un chef s'adressant à ses petits-enfants, à ses petits bébés, écoutez, mettez-vous au pas, sinon, ça y est, c'est propagation de faux bruits, comme on tend à nous le dire aujourd'hui. Donc, on veut là, tout le monde est conscient que ce qui se passe, l'aventure de Nanga et des siens, franchement, personne n'est dupe. Personne ne le cautionne. Ils auront beau multiplier des tweets, des appels. Non, les Congolais sont en train de voir qu'écoutez, quelqu'un qui a déjà eu à diriger les institutions de ce pays, quelqu'un qui a déjà eu à bénéficier des faveurs de ce pays via des institutions qui a eu à diriger, ne peut pas aujourd'hui se retourner contre lui. Ça ne marche pas. Le pays lui a tout donné et lui est en train de tout ravir et avec lui en train de tout balayer, de rendre 7 millions, vous imaginez ? 7 millions de déplacés dans la partie est du pays et vous voulez que les Congolais vous applaudissent. Non, ça ne se fera pas. Et nous, on va être là en tant que journalistes pour dire qu'on ne laissera pas passer cette affaire-là. Et là, on n'a pas eu besoin qu'un... Non, on n'a même pas attendu cela. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a le professionnalisme. Parler ainsi est sûr. C'est que le communiqué de est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est la propagande? Non, justement. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est l'apologie? Non, on est en train de parler. Et pour terminer, une dernière je dis, avec ce temps martial, qu'est-ce qui risque de susciter? C'est de dire, OK, nous, les journalistes, on ne traite plus de ça. On n'en parle pas. Quand nous, on n'en parle pas, avec ce professionnalisme, avec ce respect de la profession, ce sont les autres qui vont en parler. Et les autres, ils vont y aller dans tous les sens. Le président du CESAC n'a pas la main mise sur les trolls, ce qu'on a parlé ici, qui vont faire des... Alors, ils ont intérêt, le CESAC, le gouvernement de la République, ont tout intérêt... Même les services d'intelligence. Les services d'intelligence ont tout intérêt à appuyer... Quand je dis appuyer, les gens vont toujours nous ramener à l'argent, pas à cela. À plutôt à faire confiance en cette presse professionnelle pour qu'elle puisse bien donner l'information, ne pas balancer l'information non traitée. Et rassurez-vous, il y a toujours une différence entre une information donnée par une journaliste professionnelle et une information donnée par un influenceur ou quelqu'un qui utilise toujours les réseaux sociaux. Merci. Il faut faire évoluer les lois. En même temps, je voulais placer un mot. Oui. Vous savez, il y a une loi en France, c'est la loi la plus modifiée de la France, la loi sur le CESA, les conseils supérieurs de l'audiovisuel. Oui. Pourquoi cette loi a été la plus modifiée? Simplement parce que la France voulait faire évoluer la régulation, l'étendre jusqu'au niveau de l'Internet et du numérique. Et voici pourquoi ils ont muté en 2021 de CESA à ARCOM. Oui. Voyez-vous? Et ARCOM a maintenant des prérogatives pour réguler Internet et même le numérique, y compris les réseaux sociaux, TikTok, etc. Alors si le CESA fait traquer aujourd'hui les réseaux sociaux, TikTok, etc., Twitter et les autres là, les CESA, je ne sais pas si on a lu la loi sur le numérique. Il y a les codes numériques aussi. Mais c'est différent des prérogatives du CESA contenues dans la loi organique du CESA. Qui organise le CESA. Le CESA a une loi qui l'organise, la loi organique du CESA. Est-ce que en traquant le numérique, l'Internet, etc., sans pour autant faire évoluer la loi, le CESAC va rester dans la légalité ou risque de... Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on conclue. On soit un peu équitable là. Moi, j'ai dit ceci à raison des... Parce qu'en fait, quand on parle des Congolais, non, il y a des Congolais qui sont occupés aujourd'hui à Bunagana. Ils ne sont pas moins Congolais que nous ici. Ils sont en train de subir ces gens-là. Peut-être contre leur volonté. Et ces gens-là tiennent de meetings. Vous savez, moi je ne souhaite pas que ces gens arrivent, mais il ne faut pas minimiser l'ampleur de la situation aujourd'hui. On ne sait pas derrière les Nangala quelles sont ces forces obscures qui sont derrière. Nous l'avons vu, Tshisekedi l'a compris à l'époque quand il est allé voir Mobutu, en disant qu'il y a un complot international contre vous. Faites attention. On a semblé banaliser ça ici, comme on est tenté de banaliser Nanga, c'est là. Le problème n'est pas Nanga. Qui est derrière Nanga? Et comment nous devons répondre? À l'époque, oui, on peut dire que Kagame, mais moi je ne pense pas que... Comme elle laisse, quand les gens parlent, moi je mettais comme elle laisse. Oui, allez-y, monsieur, terminez parce qu'on doit changer. On ne doit pas continuer parce que moi je ne vois pas les Rwandais depuis longtemps tenir une guerre contre la République démocratique du Congo. Kagame, à mon aime la vie, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière là, il y a toutes ces forces, toutes ces multinationales là, qui n'ont jamais voulu un véritable État au Congo. Alors ne minimisons pas. Au début, c'était ça avec Kabila. Personne ne voulait de la guerre de Rwanda. Ne vous répétez pas. Non, je l'ai dit. À un moment, on dit que c'est un rebelle, c'est une marionnette.
a plus d'avancée avec les médias internationaux à l'époque. Et comme il commençait à toucher les vrais problèmes du Congo, parce que les Nanga commencent à toucher les vrais. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Les fesses de leur donner la parole, ça fait convaincre certains Congolais. Ils pensent qu'ils sont déjà là à Bunangana. Aucun Congolais ne veut aider à Bunangana, mais ils sont là, ils sont en train d'équiper des territoires. Et les Congolais qui sont à Bunangana ne sont pas moins Congolais que nous. Ils sont en train de subir des choses là-bas. Par exemple, on leur dit, si vous ne venez pas dans une manifestation, vous serez punis, sanctionnés là-bas. Ça se passe là-bas. À l'est de la République démocratique du Congo. Donc je pense que moi je ne dis pas qu'il faut censurer, mais les médias doivent avoir beaucoup de responsabilités. Il y va de notre survie en tant qu'État. Merci beaucoup. Mais moi je crois qu'il faut aussi, par rapport à ça, juste un petit commentaire, c'est que on est en période de guerre et à un moment donné, on a bien senti que Kagame, par moment, il est essoufflé. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc il va multiplier au-delà de lui-même et des marionnettes et des stratégies, etc. Donc, on aura à un certain moment d'autres rébellions qui vont encore naître avec des discours qui se rapprocheront de plus en plus peut-être de la population pour pouvoir les toucher. Il parle là des problèmes que nous, on subit ici en interne, mais c'est clair, c'est un changement de stratégie et nous, on doit rester focus en fait. On sait qui est derrière toutes ces rébellions. Voilà, donc restons focus. Merci beaucoup. Je pense qu'on se le dise quand même. Le CESAC, c'est un service d'appui à la démocratie, c'est un service de l'État. Il y a un budget qui est voté. Il faut l'exécuter, ce budget. Il faut leur donner les frais de fonctionnement. Il faut réadapter le nombre de... Ils sont 15, on vous paye pour 10. Les salaires, ils ne sont pas payés. Ensuite, les frais de fonctionnement, ils ont des projets qui sont dans les tiroirs là-bas. Il faut mettre les moyens. Au-delà des bonnes volontés affichées par Bossembe, lorsqu'il n'y a pas des actions, des conscientisations, des responsabilisations de ces médias, excusez-moi du peu, les gens vont chercher à la poubelle. Et nous, on ne veut pas que les gens aillent chercher à la poubelle. On veut que ce sont des médias responsables qui s'en occupent. Et qui s'en occupent avec des éléments de langage, avec naturellement les moyens pour cela. Il ne faut pas seulement le discours, et puis en dessous on dit non, 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 il faut réprimer au lieu de responsabiliser. Voilà. C'était notre façon de relayer ces communiqués, que j'ai reçus d'ailleurs du mail de rapporteur lui-même, pour rappeler que nous sommes là pour encadrer la presse. Il faut aussi que cette presse soit écoutée, responsabilisée, soutenue. Média France Monde, c'est autant de millions d'euros qui sont mis à la disposition. Au niveau de l'Europe, au niveau même international. Si vous allez aujourd'hui en Ukraine, vous allez voir qu'il y a de desks médias avec des équipements, avec même des moyens de déplacement beaucoup plus sécurisés, etc. C'est ce qu'on devait faire. Pourquoi il y a de la désinformation? Parce qu'à l'Est, on n'amène pas nos propres journalistes sécurisés. Autrefois, c'était la MONUSCO. Aujourd'hui, les FARDC devraient faire ce travail. Donc, les budgets doivent être décaissés. Acheter un char, c'est bien, mais anticiper sur l'utilisation du char, c'est encore meilleur. Voilà. Allez, on revient justement à l'agression rwandaise, hein, parce que on y est dedans. Ouais. Il faut obliger d'y parler. Je place quand même un mot sur l'élection des gouverneurs, parce que vous l'avez annoncé. On termine d'abord le dossier le plus chaud. Le sujet est Qu'est-ce que vous voulez dire sur l'élection des gouverneurs? Oui, mais il faut quand même qu'on en parle, Jean-Marie. Les processus sont en cours, il y a des candidatures rejetées. Il y en a qui sont restés. Voilà. On débarque les candidats de manière catastrophique. Comment catastrophique? Ils ont les critères de sélection. On en parle, Jean-Marie Kassamba. De quoi, par exemple? Je fais allusion à la CENI qui a publié une liste de tous les candidats, mais d'autres candidats sont invalidés. Je fais allusion ici au ticket de Okasongo et son coulistier. Bon, on dit qu'il est venu en retard. Mais écoutez, nous sommes tous journalistes, nous vivons dans ce pays. Le 8 mars, nous sommes journalistes d'investigation. Le 8 mars, Deo Kasongo et l'autre candidat, notamment les candidats UDPS, Mbumba, ont reçu leurs jetons auprès de la CENI. Mais avant que la CENI vous octroie des jetons, il faut que vous payiez la caution, les 10 millions de francs congolais au niveau de la banque. Voyez-vous? Parce que la candidature de Deo Kasongo a été débarquée pour motif de retard par la CENI, qu'il aurait déposé en retard. Mais je vous parle ici des dates. Et c'est vérifiable. Nous sommes journalistes, on a des éléments. Le 8 mars, il dépose sa candidature, il reçoit les jetons. Le 9, puisque lorsque vous avez les jetons de la CENI, vous avez 5 jours
pour compléter votre dossier et déposer votre dossier et celui de votre colistier. Il dépose dans le délai. Et d'ailleurs, lui, il va même plus loin. Il paye déjà sa caution bien avant le 8 mars, mais il se voit débarquer. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous insinuez? Non, il faut laisser le jeu démocratique vivre à Kinshasa. Mais il faut aussi laisser à la CENI d'identifier les critères. Moi et vous sur ce plateau, oui? Nous avions décrié ce qui s'est passé dans le Sankourou lorsque Lambert Mende a été bombardé candidat seul. Oui, en son temps. Refusé les jeux démocratiques. En son temps, oui, en son temps. Mais on a voulu simplement que les candidats ne soient pas débarqués par la CENI. Mais qu'il y ait compétition, sinon tu sais que avec tout le pouvoir qu'il a, il allait refuser que l'autre candidat, notamment Moïse Katumbi, aille à ces élections. Parce qu'il en avait le pouvoir. On a vu un candidat, un monsieur surjour de nulle part, avec son histoire des pères et des mères, etc. Parce qu'on ne voulait pas la candidature de Katumbi. Mais Tshisekedi voulait gagner dans les urnes. Si la CENI débarque une candidature, il faut que le motif soit valable. Ben, il y aurait tard. D'ailleurs, lui, il a déposé. D'ailleurs, renseignez-vous, Deo Kasongo a déposé sa candidature le 9, pendant que les autres candidats ne l'ont pas fait. Ils n'ont fait qu'au-delà du 9. Et ils n'ont même pas payé la caution. Est-ce que c'est la seule raison? Il y a un problème là-dessus. Est-ce que c'est la seule raison? Oui, c'est la seule raison. Il faut que jusque-là, par la Commission électorale nationale indépendante, le retard. Et moi, je pense que c'est une position qui ne tient pas debout dans une ville où nous voulons justement avoir une vraie compétition électorale. Et que la CENI qui débarque, alors qu'il y a d'autres candidats qui ont déposé, nous sommes journalistes, nous avons tous les éléments d'information, qui ont déposé leur candidature très en retard que Deo Kasongo, je crois qu'il y a un problème là-dessus. Il faut que cela soit réparé. Mais il va saisir la justice pour le recours. Mais je crois qu'il faut à ces élections. On va parler des faits. Et moi, je parle des faits avec des documents, des preuves à l'appui. Si vous voulez, à la fin, je pourrai vous remettre ça. Allez-y, allez-y. D'abord, parler d'un jeton autour 5 jours, jeton valable pendant 5 jours, c'est faux et archi faux. Ah bon? On va commencer point par point. Quels et sont c'est les vraiment pas Élysée, je crois qu'on était avec Quels sont Gaël. Les critères de... On était avec Gaël la dernière fois d'éligibilité. C'est moi qui ai parlé de la candidature de Deo Kasongo que j'appuyais autant que d'autres candidatures. Mais là, même si c'est pas journalistique, là, il s'agit de rétablir. Là, j'étais dans le journalisme côté commentaire. Je pouvais me permettre ça quand même en tant que journaliste. J'ai le droit de mettre un avis par rapport à une situation. Mais là, je rentre journaliste, je donne des faits. Quand on parle de 8 mars, le 8 mars, c'est la fin. C'est la fin, c'est le début. C'est la fin du dépôt, le 8 mars. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Il a déposé et le 9. Là, je parle parce que j'ai eu quand même... Mais s'il a déposé le 9, c'est qu'il a en retard. Heureusement que Bélédo a parlé, nous sommes journalistes d'investigation et moi, j'ai amené des investigations. J'ai tous les documents avec moi, donc je ne montrerai pas, je montrerai à qui. Le 8 mars, c'est la fin du dépôt, la clôture de la période de dépôt de candidature et c'est le 8 mars que M. Deo Kasongo dépose sa candidature. Donc, il est à la limite. Et quand il vient pour déposer sa candidature, il arrive avec un dossier incomplet. Ah, il était incomplet son dossier? Le dossier, il était incomplet. Notamment, il y avait l'attestation des services rendus qui était non certifiée et absence de la note de perception de la DGRAD, ainsi que la preuve de paiement de frais de dépôt. Ça, c'est le 8. Il bénéficie néanmoins d'une indulgence de la part de la CENI. Le jeton n'est valable que pour une journée. Là, on est à la fin. La CENI dit, écoutez, venez, vous prenez le jeton. Il a pris le jeton le numéro 18. Ah, vous avez même le numéro? Jeton numéro 18. Ok. Non, je vous ai dit que j'ai travaillé. Le jeton est le numéro 18. Il a pris, on lui demande de revenir le 9. Oui. C'était la limite. C'est-à-dire au-delà de la date limite. Au-delà de la date limite. Mais M. Deo Kasongo revient le 10. Ah, pour déposer. Même. On est dans ça. Pour le reste, il ne suffit pas seulement de dire, ouais, on a mal agi, mais il faut quand même qu'on suive. Mais s'il a déposé les 10, ça veut dire qu'il est au-delà. Il y a eu, et encore que je vous épargne aussi certains détails. Oui. Je vous épargne certains détails, dans quel état se trouvait le dossier, parce qu'il y a quand même des choses à redire. On a retrouvé surcharge, des noms écrits. Je vous épargne, mais je voulais juste revenir dans ça. C'est-à-dire, le dossier de M. Deo Kasongo était hors délai, incomplet, malgré l'indulgence dont il a eu à bénéficier. Donc c'est fondé alors de la part de la CENI. C'est fondé de la part de la CENI. Du côté de la CENI, c'est fondé. Mais maintenant, il y a le processus avec plusieurs personnes dans cette chaîne. Il y a la CENI qui a fait son travail,
qui a invalidé au regard de sa réglementation, au regard de sa loi, qui a invalidé. Et encore, j'ai une information, prenez ça, c'est un scoop, j'ai appris, mais peut-être qu'on va essayer de recouper, j'ai appris que le président de la CENI, parce que le colistier de Kasongo, c'était quelqu'un de la FDC, et le président Bahati, au regard de cette invalidation, a demandé à SECO que son colistier ne puisse plus s'engager avec M. Deo Kasongo. Ah bon? Alors là, nous revenons encore dans un autre cas, parce qu'on valide un ticket, on ne valide pas un individu. On valide un candidat. Mais là, il va s'associer avec qui? Maintenant, là, reste à savoir, au niveau de la Cour, tu vas aller demander. Et encore, je dis, c'est une information quand même bien fouinée, à moins qu'on puisse me contredire sur ce cas-là. Mais là, on se retrouve avec M. Deo Kasongo qui n'a plus de colistier. Ah, il n'a plus de colistier? Il n'a plus de colistier. C'est peut-être pas officiel, mais c'est des informations quand même que j'ai eu à recouper. Qui n'a plus de colistier. Il va aller au niveau de la Cour d'appel. C'est son droit. Mais est-ce que la cour d'appel, bon, je ne sais pas, mais c'est son droit. Il peut aller, mais là, il part avec un handicap parce qu'il risque de ne plus avoir un colistier. Est-ce qu'il va essayer de chercher un autre colistier pour essayer d'essayer de s'associer à une le nouveau colistier ne sera pas dans le dossier. Voilà, donc il y a aussi ça. Donc le nouveau colistier n'aura pas de dossier. On est dans ce cas de figure. Donc pour dire que... Non, mais ce n'est pas un débat sur Deo. C'est juste pas, c'est pas un débat sur Deo. On pouvait parler de Vidier Chimanga également qui a été régalé. Défaut de nationalité. Et encore là également, j'ai des éléments. Pourquoi il a de problème? Je ne vais pas dire qu'il est de père et de mère belge, mais défaut de nationalité. Non, moi je connais son père. Et belge, il a d'ailleurs... Il a d'ailleurs fait la formation. Et en disant cela, moi je voulais ajouter, par rapport à Vidier Chimanga par exemple, on est en train de faire un procès à la CENI comme quoi Vidier Chimanga, effectivement, je crois qu'il a été non seulement collaborateur du président de la République, mais également, je crois, candidat député. Mais à l'époque, vous savez... Mais comment on l'avait accepté candidat député? C'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. Et on refuse maintenant candidat gouverneur. Vous aviez eu 25 000, près de 25 000 candidats à la députation nationale. Oui. Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse nous dire qui a eu à dénoncer... c'est qu'il y avait double nationalité. Vidier Chimanga. Alors qu'ici, vous avez 231 candidats. Et ce sont les adversaires de Vidier Chimanga qui ont envoyé des documents, qui ont dénoncé... Preuve à l'appui. Et au regard de ces éléments-là, la CENI a pris pas la méchanceté, c'est de bonne guerre. Mais dis-moi, de bonne guerre là que vous dites. La CENI a pris cette décision au regard de la dénonciation de certains qui ont eu à preuve à l'appui démontrer que Vidier Chimanga est un Belge, donc défaut de nationalité, il ne peut pas comprendre en tant que gouverneur. Élisée Odia, vous pensez que ceux qui sont élus là, qui sont en ce moment au palais du peuple là-bas. Là-dedans, il n'y a pas ceux qui ont des... Alors, je vais vous dire une chose. Le problème, ils sont élus. Il y a cet aspect, Jean-Marie. Si on fouine dedans, on parle de la dénonciation. C'est là où vous n'avez pas dénoncé. Vous n'avez pas apporté des documents, des preuves pour essayer de faire voir que non, la personne détient. Là, c'est là où on tombe également dans la propagation. Oui. Moi, quand Jean-Marie... C'est une déclaration sur l'honneur. Bah oui. Elle avait dit qu'elle était sénégalaise alors qu'elle avait une nationalité française. Elle a fait une déclaration sur l'honneur. C'était une candidate à la présidentielle qui a vu Bassirou Diomaye Faye l'emporter. Mais je connais bien Bassirou. Voilà, mais il y avait une candidate... Je les salue d'ailleurs. Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle... Ils étaient radiés, hein, des impôts. Parce que pour être candidat... Vous avez par qui? Par qui? Par bas. Ah, ok. Bas, le premier ministre. Non, mais ça me rappelle l'histoire comme hier. On les a chassés des impôts. Voilà. Mais le retournement de qui situation. Devient président? Ça veut dire que... C'est terrible. C'est beau. Le problème, c'est que les gens peuvent avoir une double nationalité, une nationalité en sous-main. Mais ce sont des données qui sont privées, qui sont protégées par des lois très compliquées. Absolument. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'enjeu, c'est compliqué, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Oui. Et ici, par exemple, je donne l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, quand même, qui a une administration mieux organisée que la nôtre. Largement. Le Sénégal, à la présidentielle, avait validé la candidature de la dame. Là, ouais. Mais c'est par après qu'on a découvert qu'elle avait la nationalité française. Mais même Karim Wade, voilà. dont la maman est française d'ailleurs. Karim Wade avait renoncé à la nationalité, mais n'a pas eu le document à temps pour introduire son dossier et être accepté à la présidentielle. Exact. Donc ici, il s'agit d'une dénonciation.
À la CEDI, c'est vrai, on a retenu 25 000 candidatures à peu près. Députation nationale. Mais il y en avait 50 000 à peu près. Donc, dans ça, 6 personnes... Dans la masse, là... Donc, il y en a bien sûr qui sont passés par les mailles du filet. Vous n'avez pas dénoncé. Et là, par le 231... Oui. Vous nous avez pas dit qu'il a déposé les 9, hein. Les 10. Vous n'avez pas dit qu'il a déposé les 10, hein. Parce qu'elle a toujours des documents. Oui. J'ai des documents, je peux vous faire lire. J'ai le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante avec moi, communiqué numéro 16. Qui dit quoi, c'est communiqué? Oui. Moi, je vous ai dit ici, avant de lire le communiqué, que les dossiers ont été déposés dans les délais. Elisée a parlé du 9. Et voilà, je vous lis le communiqué de la CENI sur les activités. Du 9 au 13 mars 2024, vous avez, pendant ce timing-là, du 9 au 13, l'ajout, le retrait et substitution des candidatures. Ceci veut dire quoi? Vous amenez votre dossier. Si le dossier est incomplet, vous avez jusqu'au 13 mars. D'accord. Donc il était dans le délai. Et il a déposé le 10. Quand vous parlez, je n'ai pipé mot. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Vous êtes sécurisé. Il a déposé tous les dossiers et ceux de son colistier dans le délai. Dans le délai. C'est une si on tient compte du 13. Je vous lis le communiqué de la CENI, je ne parle pas en l'air. Oui. Voyez-vous? Et donc, si la CENI débarque, il faut qu'il y ait des vraies motivations. Parce que les documents existent. Parce que vous dites aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Tout ce que nous voulons qu'il y ait une vraie compétition. Vous savez, même au sein de l'UDPS, il y a des candidatures qui ne font pas l'unanimité. Je ne reviens pas sur ça. Qu'est-ce que l'UDPS vient faire? Non, parce que... Qu'est-ce que vous insinuez? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous insinuez? On doit corriger rapidement. S'il vous plaît, non, il n'y a rien à corriger. Donc vous pensez qu'il y a la main de l'UDPS derrière? Apportez vos arguments, j'apporte le mien. Allez-y. Voyez-vous, et nous évoluons. Je ne parle pas en l'air, j'ai un communiqué de la CENI. Poursuivez. Et donc, c'est facile de faire des déclarations comme à l'église, qu'il n'a pas déposé les documents dans le délai. On ne dira pas amen. Ceux qui croient diront amen. Moi, je ne dirai pas amen. Je vous dis, je vous passe l'information qu'il a déposé les dossiers dans le délai. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément à corriger. Mais comment son policier va quitter pendant qu'ils sont toujours ensemble? L'AFDC ne veut pas. Et il y a même un communiqué jusque-là. L'AFDC n'en veut pas. Ça ne tient pas debout. C'est ainsi que je dis, il faut laisser tout le monde aller à une compétition électorale. Mais jusque-là, vous ne parlez pas de l'insinuation, l'attente, là. L'attente, ça veut dire vous dites, oui, mais il y aurait une main noire, il y aurait une DPS. Non, moi, je ne rentre pas dans les spéculations. Parce que Deo lui-même avait dit que son père était de l'UDPS. L'on sait ici qu'il a subi beaucoup de pression. Mais de la part de qui? Pourquoi vous devez retirer votre candidature? On a vu dans les médias. De la part de qui? S'il vous plaît. Justement, on parle de manœuvres politiques, mais je n'aimerais pas que les manœuvres politiques tiennent en haleine la Commission électorale nationale indépendante. C'est pour ça que nous dénonçons ici, sur ce plateau de télévision. La CENI a... Si, s'il vous plaît, vous avez parlé des manœuvres politiques, ne vous brouillez pas. De la part de qui? Nous ne voulons. Ce n'est pas mes mots, il faut poser la question lorsque mais les manœuvres, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec la CENI? S'il vous plaît, je n'aimerais pas que les manœuvres politiques, justement, tiennent en haleine la CENI. Il faut laisser les candidats. Il vous dit, s'il vous plaît, vous dérangez. Il vous dit clairement que j'ai déposé ma candidature dans le délai et il vous montre les documents. Et il en a. Ici, je vous rappelle ici que la CENI a donné une période pour l'ajout, la substitution et le retrait des candidatures. Il a harmonisé et ce dossier et le dossier de son colistier. Et donc, à ce stade des choses, la raison évoquée par la CENI ne tient pas debout jusque-là. Attendons peut-être voir la justice qui va réagir, parce qu'elle est dans ses droits. Tout ce que nous voulons, nous ne voulons pas qu'on extirpe un candidat pour des raisons politiques, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau de télévision. C'est la politique. Nous ne voulons pas que la politique prenne en haleine. Et la CENI et la justice, il faut laisser tous les candidats aller compétir à ces élections. Jean-Marie, juste sur ce dossier, je dissipe quelques malentendus. J'ai tout à l'heure dit, le 8, c'était la fin, c'est la clôture, et je me rends compte que il y a un communiqué. Il y a un communiqué. Quand il parle du 9 au 13, on parle de la période, on est déjà après de lait. Le 13. On est après. Le 8, c'est la fin, la période. Mais pourquoi il y a la clôture? Non, mais je continue, Jean-Marie. Oui. Du 9 au 13, on suppose que c'en est fini. Avec le dépôt de candidature, on commence avec l'ajout des documents, pas des documents, on suppose que la personne a déjà le document. La clôture du dépôt, c'est-à-dire, et le ticket
le candidat. C'est le service. Non, mais Jean-Marie, permettez-moi Oui, d'expliquer. oui, vous avez la parole. Expliquez. Vous avez vu pendant la période électorale, la présidentielle, il y a eu un moment de dépôt de candidature, il y a eu un moment de traitement de candidature. Ah, c'est le traitement. Pendant le moment de traitement de dossier de candidature, on ne dépose plus les candidatures. C'est ça, en fait. C'est qu'au dit ce communiqué de la CENI. Oui. C'est-à-dire, du 9 au 13, c'est le traitement des différents. Pour harmoniser. Alors, je veux même pas harmoniser. Il ne s'agit même pas de parler d'harmonisation. Ce n'est pas une période d'ajout, de substitution des candidats, n'est pas celle de la correction des données. Non, on regarde ce que tu as emmené. C'est ça le traitement. Ce n'est pas là pour commencer à ajouter. Et c'est ça là où il y a eu... En fait, M. Kassongo a eu à pêcher. D'abord, on retient la date du 8, c'est la clôture du dépôt. C'est la clôture du dépôt. On ne vous demande pas le 9. Oui. Non, on ne vous demande pas. Non, c'est ça le 9 au 13. Et puis, Jean-Marie, je crois que les politiciens se sont habitués à faire les choses de manière négligée, de manière épidermique. Oh, ça passera. Oui, parce que déjà, on a vu, on a parlé de la présidentielle ici, beaucoup ont eu un peu des faveurs, je voudrais dire. Parce que justement, le président n'a pas voulu tomber dans le piège. Non, on viendra payer après. Ou bien, on paye l'argent. La caution n'est pas tout. La caution n'est pas tout. Il faut avoir un dossier complet, s'il vous plaît. Toutes les tu peux venir payer ta caution, mais les soubassements ne sont pas au point. Et là, on va accuser la CENI d'avoir de la mauvaise c'est la période d'ajout. Et ce n'est pas une période où vous devez venir ajouter d'autres documents. Alors, moi, je Jean-Marie parle un jeu pour les cas vidés. Non, on parle d'ajout. Moi, je ne maîtrise pas les dossiers. Je ne maîtrise pas les dossiers de Okaso. Défaut de nationalité. Je ne sais pas les cas de Okaso. Mais à chaque fois que, comme reporter, j'ai accompagné des politiciens au niveau de la CENI, les problèmes des délais se posaient toujours. Mais dès jours, on pouvait laisser des Okaso. Il n'est pas aussi. Vous savez, on lui donne beaucoup. Moi, je pense qu'il allait perdre la régulière. Aussi. Oui, parce que les gens viennent déposer. Oui, mais franchement, parce que vous savez, ces excès de zèle-là, de chercher à voir, parce que avec les cas Vidé Chimanga et de Okasongo, ça sonne vite qu'il y a une main politique. Qu'on le veuille ou pas. Laissez-moi terminer mon idée, soyons tolérants. Jean-Marie, moi, je n'ai qu'une minute pour parler. Ça saute vite. C'est comme ça que moi j'ai dit, il y a des excès des ailes. Moi j'ai toujours dit ici, la main noire et rouge. Moi je vais donner un exemple. Moi je suis convaincu, moi j'ai pas bâti campagne, j'étais contre Tshisekedi. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis convaincu que Tshisekedi a gagné les élections. Il pouvait bien les gagner dans les urnes. Mais dire aux Congolais que 7 Congolais sur 10 ont voté Tshisekedi, ce sont là les excès. Et on a vu comment les choses se sont passées ici. Ici, par exemple, Deo Kassongo ne représente aucun danger. On pouvait lui laisser compétir. Cette tendance qui a là à éliminer les gens. Comment pouvez-nous comprendre? Quelqu'un qui a été collaborateur du chef de l'État pendant longtemps. On nous donne ici l'exemple des nombres. C'est faux. Moi, j'ai connu des candidats qui ont été éliminés à la députation nationale sous Nanga pour problème de nationalité. Donc, si la CENI, avec tous les moyens qu'ils ont, plus de 2 milliards qu'ils ont, ils ne savent pas tout contrôler pour dire qu'on a semblé contrôler. J'ai attendu cet argument. Et ça m'étonne. Jean-Marie, est-ce qu'on peut me laisser terminer? Oui, vous te retrouvez. Le minimum dans un débat. Poursuivez, monsieur. Ne vous victimisez pas. Ne vous victimisez pas. Après, vous allez parler. Je ne suis pas un l'évangile ici. J'exprime mon point de vue. Allez-y. On ne peut pas ici. On allait dit laisser des Okasongo compétir, il n'allait peut-être pas gagner. Maintenant, là, c'est la victimisation. Prenons les cas. Vous prenez un Vidé Chimanga, quelqu'un qui a été collaborateur du chef de l'État pendant longtemps, et en même temps, candidat député qu'on n'a pas éliminé. C'est seulement pour l'élection du gouverneur, on vous dit que non, c'est un... Mais il a été dénoncé? Non, mais je vous dis... Le travail n'était pas dénoncé. Non, le problème ici, on sent qu'il y a une main politique. Parce que si on veut vraiment ouvrir cette affaire des doubles nationalités, nous avons eu quand même la chance de voyager. Nous savions que tous ces députés-là prennent pas là où il y a les Congolais. Tous vont à l'Union européenne. Si on veut vraiment ouvrir la boîte d'Apandor, c'est tout le monde qui a des doubles nationalités. Vous êtes journaliste, mais dénoncez. Vous êtes dans un pays. Vous êtes dans un pays. Vous êtes dans un pays où il y a un moratoire. Il y a eu la mention Makila. On a donné des moratoires aux gens pour qu'ils puissent renoncer à des nationalités. Exclure un Congolais aujourd'hui à prétexte qu'il a... Moi, j'avais aussi mon point de vue. Jean-Marie, nous donnons trop de pouvoirs. Nous donnons trop de pouvoirs. Oui. Laissez-moi. On n'est pas là. Les habits de la CENI là, nous ne sommes pas condamnés à. C'est des excès. À l'endroit de ceux qui doivent. C'est des excès. On ne peut pas banaliser. On reproche à la CENI de faire les choses dans les détails. Parce qu'il est venu en retard, c'est rien. Il faut le laisser compétir. Est-ce que vous savez que on doit être rigoureux dès le départ.
Il n'a pas été fidèle dans des petites choses. On ne va pas confier des grandes choses. Et la personne qui vous dit, et Gaël, je suis témoin, c'est une personne qui a eu à appuyer la candidature si on veut être rigoureux, on devrait être rigoureux de la CENI. On doit l'être. Si on était rigoureux, les machines n'allaient pas tomber dans ce on va arriver, on va avec les traitements de faveur. Les uns après les autres. Ça, ce sont des excès de la CENI. Je place juste un mot. Je place un mot. C'est quoi le mot? Vous savez, s'il faut parler de la rigueur, mais il y a un candidat qui a payé sa caution en retard. Les documents existent et les dates, parce que ce n'est pas l'émission. Le candidat UDPS. Mais comment et par quelle magie? Je vous dis, les documents existent, l'émission est suivie. Oui. Et par quelle magie, Jean-Marie Kassamba, par quelle magie il se retrouve sur la liste de la CENI et dès lors qu'il a payé sa caution, bien avant, s'il vous plaît. Mais quand tu parles, mais Élisée, tu ne vas quand même pas déranger tout le monde. Mais quand tu parles, moi je ne sais pas. S'il vous plaît, Daniel Boumba est indépendant. On parle de quel candidat UDPS? La parole est moi. Sécurisez-moi. Oui. Je peux évoluer? Oui, poursuivez. S'il vous plaît. Oh là là, mais vous ne connaissez pas l'émission. Poursuivez. Alors, mais laissez-moi parler. Oh là là. Daniel Boumba, c'est candidat indépendant. Vous parlez de quel candidat UDPS? Jean-Marie, elle pose des questions, vous co-animez l'émission. Non, allez-y, vous avez la parole. Parce que quand les autres parlent, nous on ne parle pas. Oui. Et donc, Jean-Marie, s'il faut suivre cette logique-là, il faut suspendre ou bien invalider d'autres candidatures. Parce que la caution a été payée en retard, parce que la logique voudrait que vous payiez bien avant 10 millions de dollars de votre caution, avant d'aller des francs congolais, avant d'aller récupérer votre jeton au niveau de la CENI et déposer vos dossiers. Sur cette affaire d'ajout, je vous ai lu un communiqué. L'ajout ici, on fait allusion au dossier du candidat. On ne fait pas allusion, c'est le français Jean-Marie Kassamba. Moi, je conclue par là, parce que ce n'est pas le sujet, malheureusement. Mais l'ajout ici, la substitution et le retrait, il s'agit là des dossiers. Si vous n'êtes plus d'accord, vous retirez vos dossiers. Si vous êtes d'accord, vous complétez vos dossiers. C'est ça la logique. Et nous, tout ce que nous voulons, Jean-Marie Kassamba, c'est qu'il y ait une vraie compétition électorale. Vous l'avez déjà dit. Nous ne voulons pas qu'il y ait ce qui s'est passé dans le Sankourou, où Mende voulait s'éterniser parce qu'il savait qu'il était poids mouche par rapport à Moukoumadi. Vous l'avez déjà dit. Non, la République des Jean-Marie. Il faudra que les Congolais, parce qu'une des raisons qui pousse certains Congolais, je ne justifie pas à prendre les armes, c'est quand les gens commencent à perdre la foi à la démocratie. La foi à la démocratie, laissez les gens. Oui, je n'explique pas ça. Je n'explique pas ça. Non, retirez votre je ne fais pas l'apologie. Ça, c'est une théorie qui ne tient pas la route. Il faut que les gens aient la foi à la démocratie. Et justifie quand tu es les compatriotes. Je ne justifie pas. Mais votre théorie, retirez-la. Je suis dans toutes les théories. Il y a des causes. Il faut éviter que les gens perdent la foi. Non. L'exclusion. Merci beaucoup. Laissez-moi dire ce que moi je voulais dire. Ce que moi je voulais dire est que la même rigueur qu'on a aujourd'hui pour le gouverneur de Kinshasa, il faut qu'on puisse l'avoir avec les candidats premiers ministres. Il y a des candidats, il y a des premiers ministres, excusez-moi du peu, qui sont plus crédibles que les autres, qui suscitent beaucoup de respectabilité, pour ne pas dire d'efficacité. Ce n'est pas subjectif, ce que je veux dire. Mais si vous mettez 5 candidats à la Kelele, 5 candidats à la Kelele, vous mettez Liao, vous mettez Alingete, vous mettez qui encore non, pas Samé Badibanga. Vous mettez Guy Luando. Vous mettez... il y a une dame là qu'on a citée, je ne sais pas laquelle. Oui, Toulouka Moussoumi. Vous voyez, à un moment donné, il faut que Félix Tshisekedi soit dans sa discrétion, n'est-ce pas? Parce que Kabou a terminé le travail, voilà, il a remis, on a vu ça hier. Il faut qu'on ait un premier ministre, 1 qui n'a pas faim, 2 qui est compétent, 3 qui ne sera pas conflictuel avec Tshisekedi, et 4 qui se mettrait au travail immédiatement. On est bien d'accord? On est d'accord. Alors, évitons d'aller dans les premiers ministres
sur lesquels on doit maintenant se poser des questions. Comment il va s'adapter, comment il va former son équipe. Comment même il est arrivé là. Il est arrivé là comment. Voilà, c'est un militant. Voilà, qu'on trouve des gens opérationnels. Parce que le Bassirou, là, enfin, il est président maintenant, je peux l'appeler petit. Il a 44 ans. On va organiser une expédition au Sénégal, hein, Jean-Marie. Je l'aime bien, Bassirou. Il va faire son gouvernement la semaine prochaine. Parce que le 2, il prête serment. Remise et reprise avec Macky Sall. Les 5 au plus tard, il a le gouvernement. Et nous, à force d'attendre, on perd du temps. Et on est dans le scénario là qu'on a vu avec Mbosso, qui va encore continuer après Mbosso. Hein, il était bureau d'âge avant, qui s'est succédé à lui-même. Et puis maintenant, il est en train de faire encore campagne pour qu'il soit président. L'année passée, dans sa commission, il a expliqué Israël Moutala. pour rester seul. Moi je pense que nous sommes à un tournant vraiment décisif de notre nation. En tout cas, le président, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Ça veut dire qu'il s'est dit que je laisse quel héritage à ce pays. Le nom de Tshisekedi, comment va-t-il résonner dans la tête des millions et des millions de Congolais après... c'est son dernier mandat, hein? Oui, son passage au pouvoir. Quelle empreinte veut-il laisser à la nation? C'est ça la grande question. Nous pataugeons. La dynamique structurelle du développement n'est pas encore enclenchée. Nous sommes dans un pays qui est miné par une corruption comme pas possible. Nous sommes indisciplinés. Nous sommes corrompus. Nous sommes... voilà. Nous concentrons toute l'État. Et la cupidité est installée. Et nous végétons comme nation. Regardez le petit Rwanda, continue à nous humilier. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Donc, on peut capitaliser justement la guerre du Rwanda contre le Rwanda pour bâtir une armée. Mais encore là, il faut que des valeurs sous-tendent cette armée. Donc là, maintenant, le président a un choix. Est-ce que je fais la politique comme je la fais toujours ou je change radicalement? Parce qu'il n'a pas la pression de se faire réélire. Donc, le devoir d'ingratitude qu'il a vis-à-vis de tous ses collaborateurs. Il n'y a pas de calcul politique. Il n'y a plus de calcul. En principe, les 2 mandats, c'est ça en principe. Oui, oui. Moi, je suis favorable pour un mandat unique de 10 ans. Ça veut dire que tu es là, tu fais le taf, tu fais ton boulot, tu ne te soucies pas de la prochaine élection. Et tu fais pas de Parce que là, des calculs, il devait composer avec tel, le gouvernement peut tomber. Mais là, tu as 5 ans où tu peux te concentrer pour justement placer la RDC sur orbite. Parce que nous sommes un pays qui va à volo. Alors, moi, la question, c'est quoi? On prend quel profil de Premier ministre? Est-ce un politicien ou un technocrate? C'est ça la question. Si on prend un politicien... Moi, j'opte pour les technocrates. Si c'est un politicien, c'est pour résoudre quel problème? Oui. Si c'est un technocrate, c'est pour résoudre quel problème? J'ai bien aimé, moi, les profils de Matata comme Premier ministre. Technocrate. Et moi, je pense que Matata, quoi qu'on dise, a été parmi les meilleurs Premiers ministres qu'a connu ce pays. Il a été reçu par Tshisekedi. Hein? Voilà. Ce n'est pas un secret, ça. J'ai vu aussi le profil d'un Premier ministre comme Mouzito. On a des infos. Mouzito était un Premier ministre érudit, mais Mouzito avait 2 qualités. À la fois très bon technocrate et très bon politiquement. Oui. Il combinait un peu les deux. Et là, quand je regarde un peu dans la sphère du président Tshisekedi, moi, le problème fondamental de ce pays, d'abord, c'est la corruption. Vous avez une justice corrompue. Regardez aujourd'hui. Malade. Il y a eu même sit-in devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens devant la Cour constitutionnelle qui déjà contestent les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu comment est-ce que le PGR a été, le procureur général près la Cour de cassation, a été ridiculisé dans les réseaux, partout. Donc la parole de la justice ne vaut rien parce qu'on sait que la justice dans son ensemble, elle est corrompue. Du haut en bas, du sommet à la base. Donc nous avons une crise morale. Et moi je pense que dans ce combat, moi en tout cas, j'opterai pour un profil technocratique. Je ne suis jamais d'accord avec tout ce que fait l'inspecteur général Alinguete Key, mais je pense que... Mais regardez le travail qu'il a fait avec la peur du gendarme. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui commence à marcher dans ce pays, c'est la peur du gendarme. Et il a quand même essayé d'assainir les ressources publiques, l'appareil de l'État. Et donc, moi, pour moi, l'administration, dès qu'on cite IGF, les gens réfléchissent 3 fois. Donc, moi, j'ai été, ça veut dire que ma parole, ça veut dire j'ai été critique envers IGF. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis de ceux-là qui pensent que un profil de... Et ça va épargner Félix Tshisekedi
des justifications. Un profil comme celui-là, pour moi, vous voyez, des c'est un profil justifications. technocratique. Mais vous avez parlé d'Eliaou, oui. je pense que Alinguetti, c'est un profil technocratique. Il a fait des preuves en matière de corruption. Si le travail de Jules Alinguetti n'a pas encore totalement abouti, c'est parce que les politiques. La justice d'abord. Oui, la justice ne l'accompagne pas. Oui. Elle ne fait pas son travail. Le président l'a dit, nous tous, nous la voyons au quotidien. Vous voyez comment est-ce que les gens, les pauvres, sont humiliés devant la justice. Regardez les magistrats, comment est-ce que pour des problèmes d'ego peuvent prendre la liberté de quelqu'un. Voyez-vous les innocents qui croupissent à Makala, sans jugement, sans procès, et voilà. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour redresser le pays, il faut qu'on mette le curseur d'abord sur l'aspect moral, et Alinguetti est le bon profil pour moi, technocratique. Et, en tout aussi, cas, je sais que chez vous, vous pensez en tout cas, c'est mon opinion. exactement comme nous. Je sais. Jean-Marie, juste pour Est-ce qu'on peut aborder le sujet? Non, rapidement, parce que là, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Il y a certaines réformes qui doivent suivre. Vous avez tout à l'heure comparé la RDC, et tout le monde est en train de le faire, la RDC et le Sénégal. Mais je crois qu'on a un système, un régime qui est assez lourd aussi. C'est pas que je suis en train de fuyer à tout prix la révision, le changement de la Constitution, mais il est temps qu'on y pense un peu. C'est-à-dire, c'est vrai, moi, j'ai pas encore lu la Constitution sénégalaise, mais c'est carré, mais ici, chez nous, c'est prévu aussi, sauf que ça tire en longueur. On ne peut pas, vous avez là, il faut des réformes, déjà, pour qu'on puisse publier les résultats à temps. Il faut des réformes pour qu'il y ait l'installation des différentes institutions à temps, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Est-ce qu'on est obligé de refaire le règlement d'ordre intérieur à chaque fois? Non, mais juste par exemple. Et aussi prendre autant de temps, juste pour un règlement d'ordre intérieur. Mais aussi, et aujourd'hui, je crois que lors des élections de décembre dernier, il y a eu quand même quelques avancées, quoi qu'on en dise, parce qu'on a eu la publication des résultats de la présidentielle dans un délai conformément à la calendrier de la CENI. C'était un délai plus ou moins réduit. Et si on peut enchaîner, comme ça nous permettra de ne pas attendre 6 mois. Parce que là, qu'on se le dise, si le président de la République, dans quelques heures, publie le nom du gouverneur, du Premier ministre, celui-ci devra attendre à ce que toute la procédure au niveau des différentes institutions puisse se terminer, parce qu'on doit l'investir au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas être fait avec un bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Donc il y a des préalables à remplir. Nous comparer, c'est vrai, il y a une certaine rapidité au niveau du Sénégal, mais je crois qu'il y a la lourdeur de notre système également. Donc c'est maintenant en début de législature. En début de législature, et moi j'en appelle à l'exécutif, mais également aux parlementaires. Il faut déjà commencer à penser à 2029 ou 2030 pour voir comment est-ce qu'on doit apporter des réformes pour essayer d'alléger quand même et de faire en sorte que... Il ne faut pas en profiter pour changer. J'espère. Mais là, c'est un articles verrouillés. Alors pourquoi arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre que le Sénégal va plus vite que la RDC, parce que là, il y a des contraintes qu'on doit impérativement remplir pour qu'on puisse voir. On peut harmoniser sur des articles, voilà, par exemple, c'est là, mais pas article verrouillé. Non, Jean-Marie, le problème à lier place des réformes, c'est l'exemplarité. Aujourd'hui, nous célébrons la démocratie sénégalaise parce que vous avez un président qui s'appelle Macky Sall. Le Conseil constitutionnel de son pays a rendu un arrêt, le président s'est incliné. Alors, on peut faire tant de réformes. Les problèmes sont au niveau des hommes. Ici, nous sommes dans un pays. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Un premier ministre est allé pour demander les Kimil. La Cour constitutionnelle dit non. Mais vous avez un chef de l'État qui dit non. Les salis du peuple, c'est la loi suprême. Le problème, ce n'est pas tant des réformes, ce n'est pas tant des textes, c'est les hommes, c'est celui qui a la tête du pays, ce sont les leaders qui doivent prêcher par l'exemplarité. Si le président lui-même ne respecte pas les arrêts de la Cour constitutionnelle, comment vous vous étonnez qu'il y ait des individus qui aient fait les pieds de guerre au niveau de la Cour constitutionnelle? Les débats se trouvent aussi à ce niveau-là. Les textes, avec moins de passion. Les textes peuvent être là, les réformes peuvent être entreprises, mais les problèmes sont au niveau des hommes. Il faut de l'exemplarité, surtout au sommet de l'État. Merci beaucoup. Mais sur cette question, juste un mot sur cette question. Ça veut dire que je ne serai pas long. Merci Beledou. Je ne serai pas long. J'aimerais d'abord dire aussi, parce que cette émission aussi a un caractère pédagogique. Pédagogique, oui, absolument. Quand on parle de cumul de mandats, en principe, le problème que pose le cumul de mandats a été évité. Quand on dit que voilà, on ne cumule pas, parce qu'ailleurs on cumule, c'est pas un scandale. Tu peux être député et ministre et ainsi de suite. On cumule. Député maire en France, il n'y a pas de problème. Donc le scandale, pourquoi est-ce qu'on voulait en éviter les cumuls? C'est pour que
il y a d'abord qu'on respecte le principe de la séparation de pouvoir. Parce que tu ne peux pas être à la fois gouvernement dans l'exécutif et dans le législatif. Tu es au absolument. Parlement et tout, voilà. C'était aussi ça pour respecter un peu le principe de la séparation stricte de pouvoir. Or, même en démocratie, les trois pouvoirs ne sont pas strictement séparés. Les pouvoirs collaborent. Il y a toujours des passerelles de collaboration. Donc, même la séparation du principe de la séparation, ce n'est pas un principe rigide. C'est un principe souple. Deuxièmement, c'était quoi? Que quelqu'un qui travaille pour l'État ne soit pas payé deux fois. Oui, Thierry, il a dit. Tu touches comme ministre et tu touches comme député. Oui. Ces problèmes-là ont été élagués. Et il l'a dit d'ailleurs. Et on l'a dit d'ailleurs. Félix, Effectivement, Félix. comme l'a dit Élisée tout à l'heure, qu'il y a des lourdeurs pour qu'on mette en place le gouvernement. On est quand même à la croisée de chemin. On a des programmes importants. On est en pleine guerre, même si la guerre n'a pas été formellement déclarée. Donc on ne peut pas laisser 30% des membres du gouvernement aller au Parlement. Mais il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Respectons les règles. J'explique. Rien n'explique Il y a des contextes. Moi, ça veut dire que. Si on considère que les arrêts de Cour il y a les contextes. Moi, ça veut dire que. Je dis quoi? La parole est ici. Je suis en train de dire que. La parole est ici. Je suis en train de dire que. Oui. Par moment, faisons attention au juridisme. Quand on prend une loi, c'est pour une finalité. Exactement. Qu'est-ce que la loi voulait On va empêcher? passer à côté. La loi sur le cumul voulait empêcher double salaire et puis confusion de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a double salaire? Non. Je suis en train d'expliquer, parce qu'il ne faut pas prendre les lois et les balancer à l'opinion comme ça. Macky Sall est allé demander les réponses des élections parce qu'il y avait des problèmes. Mais à partir du moment où il y a un arrêt de la... C'est ça l'état des droits. Quand il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, on ne vient pas avec les justifications. On respecte. Même si on n'est pas d'accord. Quand quelqu'un dépose ses dossiers hors de lait, il faut les laisser compétir. Ça, c'est deux fois deux mesures. La rigueur doit être appliquée partout alors dans ce sens. Quand quelqu'un dépose son dossier hors de lait, on est là dans... Écoutez quand on parle de... Moi, je pense que le problème avec la RDC et ses hommes, c'est vraiment un problème au niveau de la moralité, au niveau de l'administration. Moralité. Moralité. Posez-vous des questions simples. Pourquoi l'Ouganda nous fait la guerre? L'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda nous fait la guerre, par exemple? Parce que, justement, dans le lac Albert, il y a le pétrole. Les Français ont installé leur pipeline pour exploiter les pétroles en Ouganda. Pourtant, la grande réserve s'y retrouve en RDC. Absolument. Pourquoi les Français les traitent-ils pas directement avec les Congolais? Ce sont des questions simples. Mais lorsque vous remontez, vous cherchez des réponses, on vous revient sur la moralité des Congolais. Les droits. L'administration congolaise. Regardez, Bédou, vous allez garder la parole. Pardon. Je vais vous l'accorder encore. Je vais vous l'accorder encore. Parce que je vais oublier et c'est choquant. Moi, je parle avec un diplomate africain. Du Maghreb, je précise. Qui me parle du projet du développement du Grand Kassai. Avec le FPI, pour ne pas le citer. Il me présente ces dossiers. Il me dit que c'est un projet qui allait amener du développement au Grand Kassai le plus rapidement possible. Et que ce projet a été, excusez-moi du peu, sabordé pour des questions bassement des commissions. Malheureusement. Et le Kassai en a perdu. Maladie éternelle. Et il dit, nous sommes prêts à vous accompagner. Mais les gens qui traitent les dossiers, qui sont venus pour faire le suivi des dossiers, tripatouillage. Mais c'est là où il faut saluer ton soit peu. L'action, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je vous redonne la parole. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Vous avez même anticipé ce que je voulais dire. Vous avez coupé l'herbe sous mes pieds. Allez-y, je vous en prie. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, à l'Angola ici, l'Angola qui exploite les pétroles de la RDC à 350 000 nautiques dans l'océan, pourtant, cela revient à la RDC. Alors, pourquoi j'évoque tout ceci? C'est pour remettre en surface une bonne question. Pourquoi les agresseurs de la RDC préfèrent traiter bien les grandes puissances, les industriels, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, plutôt que de traiter avec la RDC? Justement, ça remet encore en surface la problématique de la moralité et du sérieux. Vous l'avez évoqué. C'est là où je rejoins les amis qui évoquent le nom de Jules Alinguete. Les contrats chinois avec Sicomine, 2 années plus tard, la RDC gagne 7 milliards de dollars. Mais si nous étions distraits comme toujours, s'il n'y avait pas eu un inspecteur général des finances comme Jules Alinguete,
qui pouvait aller creuser pour remettre les Congolais. Regardez le bâtiment qu'il a fait. Et donc, regardez comment les fonctionnaires qui sont là-bas. Jean-Marie, excusez-moi, moi je suis vraiment un homme genré, les dames sont là. Je vous en prie. Mais je crois que nous sommes dans un contexte de guerre. On a parlé de Premier ministre. On l'a pas S'il vous plaît, excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Nous sommes dans un contexte de guerre. Et il faut que le prochain Premier ministre ait des nerfs solides. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas des nerfs solides. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais Jean-Marie, il faut que quelqu'un qui ait autant de qualité, qu'il y ait un technocrate, pas un politique pour la politique. On a déjà à la tête un président de la République qui est très politique. On l'a loué ses prouesses lorsqu'il a balancé la majorité, lorsqu'il a, etc. Déboulonnage. Déboulonnage. Angela Merkel, ça vous dit quelque chose? C'est une femme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Excusez-moi. Oui, chuté. Et justement, pourquoi j'ai évoqué? Parce qu'on a un fin politique qui a mis pratiquement Kagame dos au mur. Aujourd'hui, regardez les déclarations de Kagame à l'emporte-pièce. Maintenant, là, on a besoin d'un technocrate pour justement relever le problème existentiel. Et quelqu'un qui doit travailler tout de suite. Voilà, quelqu'un qui peut mobiliser, quelqu'un qui peut voir le social, quelqu'un qui peut contribuer à l'effort de guerre. Et je crois qu'à ce stade de choses, Jules Alinguette a les profils, mais malheureusement, je sais que tous ceux que Jules Alinguette traque là se réfugient dans l'Assemblée. Vous avez vu qu'à un moment donné, on commençait à lui trouver des coups sur la tête. On va faire avec. Nous aurons un Premier ministre qui de temps en temps va répondre aux interpellations de l'Assemblée. De temps en temps au Sénat. Moi je crois que... Oui, par rapport à ça, moi je me dis, il faut vraiment cette personnalité-là qui va jouer au caporal. Claire, qui sera un peu indépendant de toutes ces tendances. Là, il appelle le chien qui aboie. Voilà. Parce que là, vraiment, on se rend compte que déjà, je crois qu'on a hérité un peu de la lenteur de nos oncles belges, là, vraiment, tout va très mal. La donne temps, vraiment, on n'en tient pas compte du tout. Et là, les calculs politiques, je crois que Félix Tshisekedi, à un moment donné, doit se dire, il n'a plus rien à donner, à offrir ou quoi que ce soit. Pour les 5 ans qu'on a là, c'est vraiment des objectifs clairs. On a le pan... 4. On a le pan économique. On doit restructurer une nation qui est vraiment fragilisée de Merci beaucoup. Non, vous pouvez pas me couper. Comment ça, merci beaucoup, j'ai pas fini ma phrase. Alors, finissez là. On doit avoir ce Premier ministre qui est au-dessus de la mêlée, mais avec des gens qui pourront chapeauter. Par exemple, à l'époque, on a eu sous Matata des sous-commissions comme ça, des ministères en fait regroupés. Là, on doit avoir de la défense parce que là, on doit restructurer l'armée, on doit faire face à cette guerre. On a le pan économique où à l'intérieur, il doit avoir aussi la lutte contre la corruption et tout ça. Et de l'autre côté, on doit chercher comment, en fait, essayer de fédérer un peu ces énergies autour des ambitions, des objectifs. On ne doit pas se perdre, avoir juste pour le plaisir un gouvernement éléphantesque pour faire plaisir, etc. Avec un Premier ministre qui ne sera pas, qui n'aura aucune dissuasion. Et qui sera politique, qui va se contenter des voilà. escortes. Là, il faut de la rigueur, parce que là, on en a vraiment on doit besoin. décharger. On le disait dans des petites choses, il faut que ça aille. On parlait tout à l'heure des gouverneurs. Maintenant, là, on est au niveau de Premier ministre, la rigueur. Et moi, j'aurais même fait imposer un gouverneur militaire. Qu'on l'aime pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a montré, depuis qu'il est là, que quand je parle de il, on voit peut-être Alinguette, il ne faut pas que les gens pensent qu'on se concertait. Je crois que certains... C'est quelqu'un de bien. Donc, il a montré en si peu de temps. Il a fait montre d'une certaine et puis il est de l'Ouest dans la gestion. Et puis, il a essayé d'imposer un récit, un narratif qu'on avait complètement oublié, la lutte contre la corruption. On trouvait ça normal. La corruption, c'était, les gens trouvaient que non, c'est un pays de corrompus. Mais là, dans ce 2 ans ou 3, pendant le premier quinquennat du président de la République, Alinguette a essayé de nous rappeler que non, écoutez, la corruption ne fait pas avancer. C'est-à-dire, la corruption ne profite qu'à une petite partie, poignée, et du coup, le pays stagne, reste à son état, et alors, on doit tous s'y mettre. Lutter contre la corruption, parce que c'est vraiment ça, et ça, c'est un narratif qui arrivait à s'imposer dans le commun des Congolais. Et Tshisekedi devait être courageux pour prendre des mesures comme ça, que et l'IDPS et tous ces gens qui disent non, nous avons la primature, nous devons avoir la primature, et bien mais s'ils n'apportent pas des solutions, s'ils n'apportent pas des solutions, les préférences de tel individu ou tel individu, 7 milliards de dollars, c'est que moi je peux demander au président de la République que nous ayons réellement un Premier ministre.
Parce que les vrais combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, pendant la conférence, quand il s'est battu avec Mobutu, parce qu'il voulait que le Premier ministre de la Troisième République soit vraiment différent d'un commissaire d'État. Mais si vous avez un Premier ministre où on signe des contrats, banane et consorts, on pose la question, le Premier ministre lui-même ne sait pas. Ça veut dire, par exemple, si on veut un Premier ministre qu'on lui donne, qu'il s'assoit à Linguet, qu'on lui donne plein pouvoir. Matata, j'ai vu Israël vanter un peu Matata, même si je ne suis pas totalement d'accord. Mais on sait quand même que on sait quand même que Kabila a donné les pleins pouvoirs à Matata. Dire quand même, dire que Matata a été maire, moi je doute. Parce qu'on sait que dans ces pays en 2015, il y a eu rupture des coopérations avec les fonds monétaires parce qu'il y avait Matata. Parce que d'où j'ai posé une question importante. C'est quand il y a eu le gouvernement. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Un peu de décence. Oui, allez-y, monsieur. Arrêtez de vous utiliser. Je n'ai pas la victime, mais il y a une culture de débat. Quand l'autre parle, on ne parle pas. Vous comme Jésus. C'est la moindre des choses. Matata a été Premier ministre de ce pays. C'est à ce moment-là qu'il y a eu rupture de coopération avec les fonds monétaires. Mais parce qu'il avait les moyens. Mais pourquoi il y a eu une coopération? Parce que justement, ces institutions financières internationales nous ont demandé de mettre de l'ordre dans nos contrats miniers. Les Congolais ont refusé sous Matata. Et quand Jésus pose la question pourquoi on ne passe pas chez les Congolais, ne sont pas sérieux parce que les Congolais estiment que l'argent que nous récoltons ici dans nos régies financières, c'est pour nous enrichir. Et que pour notre développement, nous devons demander à l'extérieur du pays. C'est comme ça qu'on ne prend pas au sérieux. Donc Matata, par exemple, quand on dit qu'il a bénéficié d'un contexte favorable, notamment quand il a été la croissance à 2 chiffres, parce que les contextes étaient là, il y avait hausse des prix des matières premières. Pas forcément qu'il soit le Premier ministre. Je pense, moi, Mouzito a fait mieux que Matata. Ça, c'est votre point de vue. Parce qu'avec Mouzito, ça, c'est votre point de vue. Tout était bon, non plus. Voilà, s'il vous plaît. Juste un mot, ça veut dire que, voilà, juste que moi, j'ai bien dit le profil. Je dis que le profil de Matata, technocrate, pour moi, parmi les meilleurs premiers ministres de ce pays. Je dis que Mouzito aussi, parce que c'est sur Mouzito qu'on a atteint le point d'initiative PPE, ça veut dire l'effacement de la dette. Oui. Et donc Mouzito est à la fois et technocrate et politique. Très bon profil. Mais j'aimerais dire encore à Wemba, ça veut dire que on est journaliste, ça veut dire qu'il faut avoir épousé tous les contours d'une question. L'échec du programme économique formel avec les institutions de Bretton Woods, c'est pas Matata, c'est Yuma. Ça veut dire que Matata était un Premier ministre. Et je confirme. Et ils étaient en conflit d'ailleurs. Et il y a eu un conflit ouvert que Kabila a dû arbitrer. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, la rancœur ne les a jamais quittés. Oui. Matata n'a jamais pardonné à Yuma d'avoir fait rater. Et vice-versa. Et voilà. Donc, restituons les choses dans les contextes. Parce que sur les critères dont on dit quantitatifs, on avait atteint tous les paramètres. Donc, c'est sur les critères dits qualitatif, notamment la lutte contre la corruption, où il était demandé de publier tous les contrats signés miniers pour voir que ça ne profite pas des individus. Et Yuma, ça n'est offusqué. Il y a le contrat Comidé, oui, que le tout-puissant patron de la GECAMINE de l'époque n'avait pas publié malgré les délais et la date butoir du FMI. Oui. C'est comme ça qu'on a raté le PEG. Oui. C'est pas la responsabilité de Matata. Donc je restitue. Il y a une déclaration de Matata qui dit qu'on peut faire les réformes. Là, c'est mais là, c'est après. Ça veut dire que. Mais maintenant que. Mais attendez, je termine. On a essayé de rattraper la situation. Mais ça veut dire que une fois qu'on a constaté que on a échoué au contrôle, on a échoué à atteindre le programme, qu'est-ce qu'on a fait, le PEC 2? Il a tiré. Il a dit, bon, on peut avancer sans le FMI. Il a continué. Mais il a tiré. Il a dit que non, voilà, on peut faire sans eux. Mais parce qu'il a constaté, mais son objectif primordial, c'était de réussir à tout prix ce projet. Merci. Mais je termine quand même en disant que, pour revenir à un autre technocrate, comme le profil de Gilles, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, reconnaissons quand même les mérites des gens. On a dit que sur le plan de la moralité, il a lutté comme personne contre la corruption, qui est la principale cause de notre déchéance sur tous les plans. Et vous avez aussi, il a fait l'économie. C'est quelqu'un qui a fait des bonnes études. Mais ils sont de la même génération que Matata. Absolument. Même promotion d'ailleurs. Et après, l'autre problème de ce pays, c'est le climat des affaires. Oui. Et il a animé une cellule au niveau de la primature, en charge de l'amélioration du climat des affaires. À l'époque de Chibala. Oui, à l'époque de Chibala. Absolument. Et donc, on peut tout dire. Et puis, il a de la personnalité. Oui, je vois comment est-ce que certains ministres tremblent devant lui. Bien sûr. Des fois, il ne prend pas le téléphone, il dit, vous êtes un voleur, mais parce que je ne peux pas faire des conférences de presse. Donc, il a de la personnalité. Oui. On a besoin d'un ministre, d'un premier ministre à poigne. Oui, et puis, il n'a pas faim. Et puis, il ne cherche pas à chercher une maison,
un costume ou une voiture. Et puis 7 milliards dont tu as dit Bélédou ici, 7 milliards avec les contrats chinois. Mais c'est inédit. La réalisation du contrat sino-congolais, c'est inédit 7 milliards. C'est pratiquement en ressources propres les recettes de notre budget annuel. Et ça, on l'a eu grâce à quelqu'un qui a perspicacité tout ça. Donc, je pense que... plaider pour la création d'un parquet financier pour accompagner le travail de l'IGF. Je ne serai pas long là-dessus, mais j'aimerais aussi, autant que moi j'ai apprécié la stabilité monétaire sous Matata Pogno pendant pratiquement 4 années, il faut le dire ici, mais autant que je regrettais quand j'ai lu plusieurs rapports, notamment la Likoko, Ernest Young et l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, sur la débâcle des Bukangalonzo. Et lorsqu'on a remonté la pente, on a vu que Matata a été une sorte d'ordonnateur, ça c'est pas Bélédou qui l'a dit. Et ça, je suis resté sur ma soif jusqu'aujourd'hui parce que la justice n'a pas encore tablé jusque-là. Voyez-vous, souvenez-vous à l'époque, les ministres des Finances étaient délégués du Premier ministre. Et donc on reste sur nos soifs. Moi j'aimerais qu'on quitte des débats des individus parce que ça va nous amener à remonter un peu une sorte de boîte à Pandore parce qu'aujourd'hui, la bataille, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment Pépé Mbosso et Kamere, ça se tire à boulet rouge. Est-ce que ça doit être comme ça? Mais c'est ça le problème. En plus, ils sont du présidium de l'Union sacrée. C'est ça le problème d'individus. Certains, et c'était même dans une plénière où Mbosso vous dit clairement, mais calmez les gens des Kamere ici parce que ceux qui vont les voter, ce n'est pas des gens qui viennent faire des bouées là, ce sont des députés. Et il faisait allusion justement à la candidature des Kamere. Et vous voyez ces gens dans les médias traiter Kamere des noms de tout le nom d'oiseaux, etc. simplement parce qu'ils veulent remplir. Et donc, en dehors des individus dont on parle ici, il faut qu'il y ait une bonne dose de moralité. Je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Parce que les institutions risquent d'être entachées si on mettait des gens qui ont des problèmes, des antécédents judiciaires. Suivez mon regard. Et donc, je pense que ça ne sera pas une très bonne chose en France. Oui, Jésus a raison. En France, par exemple, on a connu des gens simplement parce qu'il y avait des soupçons, des corruptions sur ces gens-là, mais ils ont été interdits d'exercer des droits politiques. Ça devait être dans les critériums, ça. Aujourd'hui, nous, pardon, je vais ça terminer. Ça devait être dans les critériums. De temps en temps, tu t'en sais, Élysée Odia, mais là, non, pas les perturbes tout le monde. Excusez-moi de Jésus. Voilà. Et donc, comme pour dire, il faut quand même que Tshisekedi, cette fois-ci, soit regardant. Je n'aimerais pas que le même visage, Jean-Marie Kassa. Aujourd'hui, les débats, est-ce qu'en dehors des Kamere, quelqu'un d'autre ne peut pas être président à l'Assemblée? Est-ce qu'en dehors des Mbosso, vraiment? Est-ce qu'on ne peut pas dire... On ne peut pas clairement dire que l'institution revient à l'UNC, mais par la géopolitique, il faut qu'on donne à un Katangé, par exemple. Oui, par exemple. Comme les Katanga va payer la primature, tu peux retrouver l'Assemblée nationale. Voilà, et donc il faut qu'on quitte ce clivage-là. Pour compléter d'Ogésie, je pense qu'à ce stade, je voyais quand même la discipline à l'époque de Kabila. Les tickets étaient décidés quand même qu'on amène un ticket. Ici, on sent vraiment que tout le monde... il y a quand même, je ne parle pas de la pensée unique, les gens ont le droit d'exprimer leurs ambitions. Mais on sent quand même un peu du chantage. Je citerai les noms de Vital Kamerhe. Vous savez, c'est comme ça qu'il a perdu la primature. Parce qu'il voulait tellement forcer la main de Kabila, Kabila finit par nommer Sami Badiban. Il y a quand même du chantage là. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a eu un procès dans ces pays. Ça, c'est mon point de vue. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que le Congo a sorti l'argent pour construire des maisons dans un cas ici, Kanchachi. On n'a jamais construit des maisons. Même des maisons de chez moi là-bas. Il y a eu des détournements. La route de Miabi, je ne sais pas si vous connaissez ces coins-là. Si dans d'autres... J'ai trouvé quelques cases comme ça dispersées dans la plaine. Vous connaissez, il y a des choses quand même. J'allais terminer. Et ces chantages-là, ce sont des dossiers que nous avons suivis et on a des images qu'on peut présenter. Moi, j'ai fait régulièrement. On parle des maisons à Mbujimaï, dans le coin. Il y a des images, il y a des choses à dire. Il ne faut pas jeter en pâture les gens comme ça. La Cour de cassation, pour votre, n'a jamais blanchi Kamerhe, mais pourtant, il a condamné la manière de procéder. Donc, les problèmes là des 100 jours, l'argent du Congo qui a été dépensé reste intact. Mais deuxième chose, c'est chantage-là. Et quand je vois les gens de l'INC faire du chantage à Tshisekedi, nous sommes la deuxième force, il faut nous mettre là. Alors, je ne sais pas, Kabouya vient de terminer son travail. Comment est-ce qu'on va calculer les forces politiques? C'est en fonction que moi, à l'Assemblée, j'ai 30 députés, où les forces politiques, c'est l'ensemble des élus. Mais si on doit mettre l'ensemble des élus, on met députés provinciaux, députés nationaux, pour dire que telle est la première force, la deuxième force. On sent qu'il y a IDPS et c'est mosaïque. Ça c'est clair, c'est l'UDPS. L'UDPS et puis les FDC et Kamerhe vient bien après. Mais on dit que c'est Kamerhe maintenant. Mais Jean-Marie, nous sommes en politique. L'AFDC s'est rattrapé par le fait qu'il y a eu une décision de la justice
qui demande aux députés de Rutshuru notamment et des Massissi. Oui, de continuer. C'est qui fait une sorte de remontada à beaucoup des députés provinciaux. Qui ramène les députés à 34 députés nationaux et pratiquement à 75 ou 76 députés provinciaux, ce qui fait un total de 111 députés. Donc ça le ramène à la deuxième force dans à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi forcément il faut donner... Même si Bahati a aussi les profils, mais je constate quand même qu'il est très calme par rapport à Mbose et à Kamere. D'abord les faits. Parce que, voilà, encore d'abord les faits. Les faits que... on ne peut pas empêcher à Kamere d'exprimer ses ambitions. Il a des ambitions, oui. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas dire de Kamere. Kamere n'a pas été condamné par la justice pour corruption. Non, ça, ce sont les faits. Donc, Wemba disait qu'il fallait respecter les décisions de la justice. Il a un double standard. Quand ça l'arrange, il faut respecter les décisions de la justice. Quand ça ne l'arrange pas, il faut les jeter aux orties. Non, je n'ai pas dit ça. Bah, il faut les jeter aux orties. Bah, voilà, non, on a tous compris. Donc voilà, quand votre justice dit, voilà, première instance, deuxième instance, et puis jusqu'au plus haut niveau, on blanchit quelqu'un, il est là. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il est au gouvernement en tant que vice-premier ministre en charge de l'économie, dont il a démissionné il n'y a pas longtemps. Donc, sur ce côté-là, Kamere a un casier judiciaire vierge. On est d'accord? Deuxième fait. Moi, je suis pas d'accord. Sur les dossiers, c'est ce que je dis, tu as double standard. Ce sont les faits. Ça sont les faits. Les cours des cassation. Mais monsieur, vous vous plaignez et puis vous coupez les gens. Non, mais vous êtes quand même juriste, c'est pas ce qu'il a dit de choses. Mais vous coupez les gens. Quand vous aurez la parole, moi j'ai écouté, vous aurez la parole. Écoutez, ça veut dire que, quand je dis, ça veut dire que le droit, c'est le fond et la forme. Ça veut dire que tu peux me dire, ça veut dire que même si c'est une décision de forme qui aboutit à sa relaxe, c'est ce que ça veut dire. Ah bon, ça veut dire cela. On a demandé à la tribunal de défendre la procédure, il a jamais mais ça veut dire, mais justement, même ça alors, ça veut dire que toutes les condamnations en première instance, en deuxième instance ont été annulées. Ça veut dire que pour le moment, la Constitution dit que quand quelqu'un n'est pas condamné par une décision de justice définitive, il jouit de la présomption d'innocence. Donc jusqu'à preuve du contraire, le temps que vous repreniez un procès et que vous l'amenez jusqu'au bout, il est innocent. C'est le droit. Baïro, il n'était même pas condamné puisqu'il y avait des films. Mais c'est un problème. On peut faire un débat. On peut faire de morale et les questions de justice. On peut faire la morale, c'est pas la justice. Ça pose un problème. Mais quand Veta se présente au palais du peuple, les Congolais, ça veut dire que c'est trop facile. C'est trop facile. Donc non, c'est trop facile. Ça veut dire que faisons le débat. Faisons le débat. C'est trop facile. Faisons le débat. Ça serait les stigmatisations. Encore une fois, faisons les bons débats. Oui. Ne tombons pas dans les débats de militants. Oui. Faisons un bon débat, structurons le débat. On peut même revenir, on peut même faire un débat sur les 100 jours. Oui. Ça veut dire que quand vous posez la question aux gens, 100 jours c'est comment? Oh, ils ont volé 400 millions de dollars. Est-ce qu'on peut voler 400 millions de dollars? C'est-à-dire même, vous avez un projet avec multi-bailleurs. Vous avez le FPI. Vous avez le Trésor, et puis vous avez le Foner. 3 bailleurs, des décaissements différents dans plusieurs projets. Mais vous avez volé quoi? Et ça veut dire que les décaissements, on ne peut pas voler 400 millions. C'est pas possible. Quand vous demandez aux gens, dans les dossiers là, on a volé combien? 57 millions. Mais c'est fou. Où est-ce qu'ils imaginent? On est passé de tel montant à tel autre. Alors, même par rapport à ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Je prends le président de la République lui-même. Qui a fait un rapport, qui avait demandé à François Mwamba, à travers la cellule de veille. Exactement. Il a dit, faites-moi un état des lieux. Dites-moi combien du programme de 100 jours. Oui. Mwamba dit 78% des projets ont été réalisés. 90% selon le programme de François Mwamba, je ne l'ai pas dit. François Mwamba dit 90%. C'est un dossier détaillé, avec preuve à l'appui, avec des photos, ponts, écoles et tout ça. François Mwamba l'a fait. Donc, va-t-on me dire que François Mwamba est à la solde de Kamere? Non. Au-delà de François Mwamba, Israël, les Congolais ont suivi un procès. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'on a fouillé sur les réserves d'échange. Nous savons qu'il y avait un ordonnateur ici, directeur du cabinet, qui a violé la loi sur la passation des marchés publics. Nous avions suivi. Attendez. On n'a pas besoin des François Mwamba. Nous avions suivi l'argent du Congo. Vous parlez de quel procès? Je suis dans les faits. Je suis dans les faits. Le procès 100 jours, on piaffe
en tout cas d'impatience d'en dire plus sur ce procès parce que nous avions tous été acteurs du présent, on a vécu ces procès-là. On a des choses à dire et à redire. S'il faudrait en parler maintenant, Jean-Marie, il faudrait nous consacrer encore 2 heures pour l'émission. Je crois que ce n'est pas le moment. Mais ce qui est important, on ne vient pas faire les procès. On ne vient pas faire les procès de Vital Kamerhe ici, comme on ne vient pas faire les procès des Matata Pogno. Ni des Mbosso. Ni des Mbosso d'ailleurs. Mais nous parlons justement... moi, je parlais de la moralité, tout est parti de là, jusqu'à ce que nous parlons des poids politiques. Ici, j'aimerais attirer l'attention des gens sur un fait. Quelqu'un a dit sur ce plateau de télévision que les politiques ont tendance à forcer la main du président de la République. Si le chef de l'État n'y prend garde, il ne gérera le pays dans ce 2e mandat que pendant 2 années, Jean-Marie Kassamba. 2 ans. Pendant 2 ans seulement. Le 3 ans qui restent, Jean-Marie, ils savent que le chef de l'État ne peut plus rempiler. Le pays ne sera pas géré. Ça sera les ambitions des gens qu'il faudrait gérer. Les Dauphins. Ça sera les ambitions des gens. Et ces ambitions des gens, il ne faut pas exclure ceux qui traversent pour aller de l'autre côté du fleuve Congo. Et donc, il faut que le chef ne soit pas complaisant dès le départ. Dès maintenant. Dès maintenant. Mais on voit, on le sent, on le voit venir. Moi, je l'ai dénoncé l'autre fois ici. Le chef de l'État demande aux gens le cumul des fonctions dont on a parlé là, dont Israël Moutala a très bien expliqué. D'ailleurs, moi, j'adhère à sa logique. Tous les autres membres du gouvernement, élus députés ou pas, vont assister au Conseil des ministres. Kamerhe ne vient pas. C'est un message. Le non-dit de ces messages, nous sommes journalistes, ça veut dire que, Monsieur le Président, vous avez violé la Constitution, je ne viendrai pas parce qu'il y a une décision de la Cour. Qui ne dit pas que demain, cette donne-là sera brandie? Si, si. Et on va reprocher à Tshisekedi d'avoir fait ça. Je n'ai pas été d'accord sur plusieurs projets. Oui. Et comme d'ailleurs, ça s'est fait sous Kabila. Oui. Sous Kabila, je ne reviens pas sur ce scénario. C'est là où je dis, il faut que le chef de l'État quitte les chantages sur le clivage, les clichés des gens providentiels. Nous avons la majorité, la mosaïque. Directement, je vais créer CEP. Et c'est cette histoire-là qui me permet de faire encore du chantage pour avoir la primature, si ce n'est que pour avoir des candidats gouverneurs de gauche à droite. Ça, ce sont des choses à proscrire. Bahati aussi pouvait le faire. Il pouvait s'élever un beau matin, il dit, Monsieur le Président de la République, j'ai 111 députés, députés nationaux et provinciaux, je mérite l'Assemblée nationale. Pourquoi Bahati reste calme? Pourquoi est-il sage? Pourquoi observe-t-il? Pourquoi il ne force pas la main du Président de la République? Ce sont des attitudes que nous voulons voir de la part des acteurs politiques. Est-ce que le président va céder à ces chantages? J'aimerais que le président, et ça c'est un souhait, d'abord pour avoir un gouvernement avec peu de membres non indépendants, ça sera impossible, parce que dans les salons politiques, poser la question à Augustin Kabouya, lorsqu'on vous dit par exemple 10 députés égale un ministre, il y a eu des gens qui ont voulu en venir aux mains. Ceux qui n'ont pas dit. Ça risque d'être impossible de gérer les ambitions. On dit, mais écoutez, moi je n'ai que, je donne l'exemple de Palouk, il n'a que 20 députés dans sa plateforme ou son regroupement ABC. Donc il a 2 ministres. Il a 2 ministres. Vous ne donnez que 2 ministres alors que les gens pensaient déjà à 6, etc. Et donc ça risque d'être compliqué. Si Tshisekedi demeure encore large, je vous dis, Jean-Marie Kassamba, nous risquons de voir une gestion que pendant 2 années... Si moi j'étais Tshisekedi, je ne mets même pas les histoires de quotas là. Mais oui. Que faut-il faire? Si vous ne le faites pas, vous risquez encore d'ajouter un chaos. Instabilité, etc. Et il n'en a pas besoin. Que faut-il? Il a un dilemme. Il faut vraiment que cette fois-là, je vais chuter par là, il faut que cette fois-là, le chef d'État use de ses prérogatives de pouvoir discrétionnaire et de nommer des gens, pas des gens qui disent moi ou rien, mais de nommer des gens qui ont le profil pour travailler pour pendant ce dernier mandat qui reste. Et qu'ils mettent ses empreintes. Si on place ses empreintes. Mais sur la démission de Vital. Si on place des jouisseurs, des gens qui ont des antécédents judiciaires, condamnés ou pas, Jean-Marie, je vous dis, nous risquons... Ne vous répétez pas. Terminez, Élisée Odia. Le président de la République a plus d'un tour sous sa manche, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce qui peut lui faciliter la tâche, c'est ce soutien qu'il a de toute la population. Ça lui permet d'avoir une certaine marge de manœuvre. Il sort d'une élection où il a gagné haut la main. On est dans une situation, regardez par rapport à la situation dans l'Est du pays, il y a une sorte de synergie, il y a une sorte d'unanimité qui se crée autour de sa personne. Et là, ce sont des leviers qu'il peut utiliser justement pour imposer sa vision. La vision, c'est lui qui l'a. C'est lui qui sait ce qui compte laisser. Et des comptes, c'est à lui qu'on va demander. Diriger, il ne faut pas qu'on se leurre.
Le président de la République, pour moi, il n'aura que 2 ans pour essayer de marquer son 2e et dernier quinquennat. Les 3 dernières années ou les 2 dernières années, c'est fini. Il devra commencer à gérer qui sera son dauphin. Et là, c'est tout le monde, on doit l'intégrer chez nous. Mais l'instant, il doit essayer de capitaliser ce moment où il est en phase avec une bonne partie, une large partie de la population qui, nous, on est des médias, on suit, on observe. Il faut dire qu'il y a des gens les gens sont patients. Ah oui, ils sont patients, ils se disent c'est son dernier, on l'attend au tournant, on veut voir comment est-ce qu'il va marquer son 2e quinquennat. Alors là, c'est le moment d'en profiter et également pour... Merci beaucoup. Justement par rapport à parce qu'on doit conclure le journal. Justement par rapport à Vital, parce que Belledo a dit qu'il a démissionné, c'est comme s'il voulait mettre en porte-à-faux le président de la République avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Non. Pour qu'il fasse ça, il en a parlé préalablement au président de la République. C'est un homme d'État. La démission, on ne surprend pas le chef de l'État. Ils ont eu une discussion. Il a dit, voilà, je vais me consacrer à autre chose. Est-ce que vous acceptez ma démission? Donc, ça s'est fait toujours en bonne intelligence avec le président de la République. Et je rappelle quand même ici que Vital Kamerhe fut un excellent président de l'Assemblée nationale. On suivait les débats de l'Assemblée nationale, ce n'était pas de la complaisance. Le débat avait une certaine hauteur. Et c'était quand même un débat démocratique où à l'époque, le tout-puissant PPRD, c'était une nouvelle assemblée et les voix dissidentes, c'était difficile pour accepter même les motions. François Mamba à l'époque, pour accepter même le principe d'une motion de défiance. Donc ça veut dire pour accepter même une motion de défiance à l'époque, on voulait étouffer dans l'œuf. Et c'était Vital qui leur disait, bon, on a choisi la démocratie. S'il faut sauver un ministre, donnez une consigne, préparez-vous, mais les votes ne vont pas étouffer. Donc, il y a eu quand même un bon président de l'Assemblée nationale, et je pense qu'il faut... Non, Jean-Marie, en termes de débat, oui. Mais le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement faire respirer les débats, c'est la moralité. Je note que sous Kamerhe, nous avons eu les phénomènes invisibles, qui est un phénomène, nous savons ce qui s'est passé au Parlement là-bas. Moi, je vais dire ceci, moi, je n'ai rien contre Vital Kamerhe. Mais les Kamerhe d'aujourd'hui et les Kamerhe déposés après 100 jours, ce n'est pas la même personne. Les Kamerhe d'aujourd'hui, c'est un Kamerhe qui nous a fait voir qu'on pouvait utiliser l'argent de l'État comme on veut. Mais s'il n'y a pas de preuves, bling, bling. On a démontré qu'un neveu d'un directeur de cabinet du chef de l'État, nous avons vu les images. Dans un pays où les gens souffrent, Jean-Marie, dans un pays où les gens souffrent, il y a quand même un minimum. Soyez pas mécanique. Il y a des gens qui peuvent... Soyez pas mécanique. Je crois qu'au-delà de tout, le chef de l'État a déjà son idée, autant qu'on est en train de discuter là. Il a son idée, mais l'idée du président... Merci beaucoup. L'idée du président doit intégrer le fait qu'on est en mode... Il a déjà son homme. En mode d'urgence. Il ne faut pas céder aux pressions des politiques. Ils sont toujours comme ça, les politiques. Et le jour où ça ne va plus aller du tout, ils vont dire « Ah, on n'était que des collaborateurs, ils n'écoutaient pas. Nous, on était là. » Ils vont se reconvertir facilement. Donc, il faut mettre en place un Premier ministre qui va commencer les boulots très vite et qui a des valeurs derrière lui. Président, un mot. Oui. Je trouve que quand même le climat politique est malsain. Oui. Qu'on veuille mêler l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cadre du PPRD. Il n'a rien à voir avec Joseph Kabila. Il n'a rien à voir. Absolument. Je pense en vertu de quoi aussi vous allez le sanctifier? Les gens sont libres. Les gens le quittent. Les gens sont libres. D'autres l'ont quitté. Vaut mieux ne rien dire parce qu'on ne sait rien. Personne ne comprend. Les gens sont libres. 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 Merci beaucoup. Non. Pas de preuves. C'est très critique vis-à-vis des Tchèques. Il vaut mieux s'abstenir de sanctifier en absence de preuves. Oui, mais ils le disent. Oui, mais alors nous disons rien. Oui, avec les rebelles. Et autant que nous, aujourd'hui, nous sommes très regardants. Nous constatons que parmi les gens qui rejoignent la rébellion, moi, on ne peut pas sanctifier sur un plateau de télévision Kabila. Non, impossible. Nous ne les condamnons pas non plus. Mais tout ce que nous voulons voir clair, faites vos analyses. Lorsque des cadres, s'il vous plaît, lorsque la plupart de vos cadres, autant qu'on s'interroge sur Jean-Jacques Mamba, laissez-nous s'interroger sur les cadres du PPRD ça fait partie qui du vont débat. rejoindre la rébellion Ça fait partie du avec débat.
avec le silence des Kabila. Est-ce un silence? Il a été toujours silencieux. Je n'ai pas fini ma pause. C'est l'occasion d'appeler aussi Joseph Kabila à émettre moi-même. Voilà. J'ai pas fini mon point de vue. Ils m'ont interrompu. Ça, c'est important ce que je vais dire. Sénateur à vie, la question qu'on c'est important ce que je vais dire. Il fallait l'associer à d'autres. Moi, j'aimerais ceci. J'avais la parole. Non, parce que tu m'as bien interrompu. Terminé. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Je pense que je vais terminer par mon petit discours. J'aimerais terminer par dire ceci. Il y a eu plusieurs réformes. À chaque fois qu'il y a des réformes au niveau du parti, avec Dunia Kilanga, on voit quelques cadres aller en rébellion. À chaque fois qu'il y a des réformes au niveau du parti, il y a des réformes. Et ça, nous, en tant que journalistes, nous pensons que ce ne sont pas des faits anodins. Nous voulons un peu voir clair. On n'accuse pas Kabila. Tout comme on ne le dédouane pas sur un plateau de télévision. Mais on constate simplement, autant que Jean-Jacques Bamba, qui fut-il du MLC, est allé rejoindre la rébellion. Et là, on n'a pas dit on l'a dit, nous sommes journalistes, mais nous sommes là, on le dit. On le dit. On se pose la question sur la sincérité de Jean-Pierre Bemba. Bien que ça ait été isolé. Autant qu'aujourd'hui, Jean-Marie, on constate que Alimagie et les autres rejoignent l'autre côté. Non, moi, c'est important. Pourquoi je dis ceci. On a besoin, on le dit tout le temps, on a besoin de cohésion nationale. Le PPRD a dit clairement, il a désavoué d'abord les cadres qui sont partis à la rébellion. Le message du secrétaire général adjoint Kambere est clair. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Pour moi, ce qui me fait mal... Non, attendez. Mais voyez, vous m'interrompez. Mais laissez-les finir. On a compris. Ça veut dire que, pourquoi aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est que qu'on lui fasse ce procès-là me fait quand même mal. Pourquoi? C'est quand même la personne qui a travaillé à la réunification de ce pays. Alors, le procès en rwandophilie qu'on lui fait, c'est une insulte au travail qu'il a fait pour remettre ce pays en un morceau. On peut tout dire que la guerre qu'il a faite au M23, tout ce qu'il a fait pour réunifier ce pays, c'est pas aujourd'hui qu'il va cracher sur cet héritage. Donc voilà pourquoi moi je me dis aujourd'hui quand même, les gens changent. Ça veut dire que, dites-moi aujourd'hui, entre attendre... L'émission est terminée. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Entre attendre... Non. Ça veut dire que... L'émission est terminée. Non, l'émission est terminée. J'ai dit... Je le connais. Vous l'avez déjà dit. Il y a des contre-vérités. S'il vous plaît. Bien qu'il y a des contre-vérités, mais on parle de mon pays. Et on parle aussi... Il y a aussi quelques paragraphes qui parlent de Kabila. Il y a aussi des non-dits là-dedans. Il y a des non-dits dedans. Vous refusez. Il y a des mensonges. J'ai sonné ce livre. Vous refusez mon présent. Charles Nanan, c'est un ami. Charles Nanan, c'est un ami. Je vais offrir cet ouvrage. Oui. Je vais offrir cet ouvrage à Israël. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Tout ce qu'on peut dire, le Congo est un. Il doit rester un. Mais les Congolais doivent se parler. Au lieu d'avoir des suspicions les uns sur les autres, qu'on parle d'abord en interne, et puis qu'on lutte ensemble contre les agressions. Aussi longtemps qu'il y a des soupçons en interne, rien de... D'ailleurs, la Bible dit. Deux personnes doivent se convenir. Allez, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Et puis d'ailleurs, nous, des gens des Kabaye comme moi, on est un peu endeuillés, mais ça, c'est personnel. Que Dieu nous protège. À la semaine prochaine.